L'enregistrement qui suit faisait partie à la base d'un podcast que j'ai mis en ligne juste avant celui-là, qui s'appelle Finir et commencer, de commencement et de fin sous toutes leurs formes en fait possibles, narrative, biologique, en philosophie, dans les relations, dans l'art, etc. Et donc vers la fin de ce podcast, il y avait le passage qui suit, qui était un petit peu le dernier temps, et dont le point de départ, le concept de départ était finir avant même d'avoir commencé. Donc mettre fin à quelque chose avant même le début, donc en fait un processus d'avortement. Et donc c'est pour ça que voilà, c'est la notion en fait qui domine dans ce passage, c'est la notion d'avortement. Alors avortement sous toutes ses formes. Je pars évidemment de la notion la plus familière dans le langage, on pense à avortement d'une grossesse, mais le plus intéressant, mon vrai propos, et qui arrive plutôt vers la fin, c'est la notion d'avortement sous toutes les autres formes, dans tous les autres domaines, aussi bien dans les relations amoureuses, que dans la création, dans l'art, voilà, avorter d'un projet artistique quelconque. Mon propos était donc la parfaite continuité d'un passage qui pour le coup est bien présent dans le podcast Finir et commencer, auquel je vous renvoie si vous ne l'avez pas écouté, qui est en fait que on produit trop. On produit trop, il y a une prolifération incontrôlable et surtout incontrôlée de projets, de relations, et donc par là de médiocrité dans le monde en fait. Il y a trop de projets, trop de films, trop de livres. La rentrée littéraire, plus de 500 titres qui sortent, trop de films, il y en a des dizaines qui sortent par semaine, parlons même pas dans le monde. Et voilà, donc trop de films, trop de livres. C'est comme si rien n'était censuré, comme si on était dans une forme d'incontinence, une incontinence littéraire, une incontinence cinématographique, une incontinence créative et artistique, une incontinence des ambitions, une incontinence sexuelle, des relations, des pulsions, des désirs. Enfin voilà, personne ne se maîtrise, personne ne se contrôle, puisque c'est soit mal vu, vu comme être un loser, être dans l'échec, être quelqu'un de refoulé. Personne ne veut s'interdire quoi que ce soit, tout le monde suit son bon plaisir, et même les gens qui n'ont rien à dire écrivent des livres, même les gens qui ne s'aiment pas créent des relations. Et donc aussi bien les projets que les relations n'ont aucun bien fondé réel, ne reposent sur rien. Alors ça ne manque pas d'ironie puisque cet extrait, ce long extrait là de 50 minutes traite de l'avortement, donc le fait comme ça de mettre fin à un processus, de finir avant d'avoir commencé, avant que quelque chose en tout cas se termine, d'y mettre fin, de mettre fin à son développement, d'empêcher sa venue au monde ou sa publication, sa réalisation. Bref, une sorte de procédé ou de processus d'autocensure, voilà, tout à fait volontaire, parce qu'on estime, par exemple, que c'est pas assez bien, que c'est pas d'une qualité suffisante, ou que c'est pas si intéressant que ça, bref, que ça ne fonctionne pas. Enfin voilà, il y a plein de bonnes raisons, justement, c'est tout l'objet, tout le propos. Il y a tellement de bonnes raisons de ne pas faire quelque chose, et pas tant que ça de le faire. Moi, c'est mon idée en tout cas, c'est ma thèse. Voilà, je pense qu'il y a mille et une raisons de ne pas faire les choses, des raisons éthiques, des raisons morales, des raisons de perfectionnisme, des raisons en termes de téléologie, la téléologie, la notion de télos, le but, qu'est-ce que je cherche à faire, quel effet je cherche à produire, etc., quel intérêt. Bref, voilà, donc il y a plein de raisons de ne pas faire les choses, il n'y en a pas tant que ça en réalité de les faire. Et donc si on se contentait réellement des bonnes raisons de faire les choses, on en ferait beaucoup moins, mais on les ferait beaucoup mieux. Et donc il y a cette notion qui me tient très à cœur et qui est censée être une espèce comme ça de notion de bon sens, on entend ça très souvent, la qualité plutôt que la quantité. On entend ça très souvent. On l'entend beaucoup, mais on ne le voit pas beaucoup. Ça, c'est fait ce que je dis, pas ce que je fais. Les gens passent leur temps à dire la qualité plutôt que la quantité, mais c'est pas vrai. Quand on regarde généralement leurs relations, quand on regarde leur rapport à l'art en tant que consommateur, leur rapport à l'art en tant qu'auteur, tout ce qu'ils produisent, etc., quand on voit ce qu'on produit en général dans le monde, bref, aussi bien ce qu'on produit que ce que l'on consomme, aussi bien dans le domaine créatif, artistique que dans le domaine relationnel, non, désolé, c'est clairement pas la qualité qui l'emporte sur la quantité. C'est quantité, 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 une espèce comme ça de grande boulimie, de grande prolifération. On produit, on surproduit, et du coup, on produit mal, finalement, à l'image aussi de ce qui se passe, je sais pas, dans l'alimentation, dans l'industrie, et on crée de la médiocrité. Et on laisse la médiocrité s'épanouir, exister. Elle se cherche plein d'excuses, elle s'en trouve toujours. Du coup, on est très complaisant vis-à-vis d'elle. En particulier d'ailleurs dans les relations, peut-être encore plus que dans l'art. C'est déjà le cas dans l'art, mais alors dans les relations, c'est peut-être encore pire. Tout le monde a toujours des très bonnes excuses de faire de la merde. Voilà, de poursuivre une relation qui manifestement ne mène nulle part, ou d'en entamer une alors que clairement c'est déjà prévu qu'elle aille nulle part.
voilà, d'utiliser les gens. Bref, c'est l'anarchie. Et donc non, on n'est clairement pas dans un rapport qualité plutôt que la quantité. Or, c'est ce dont on aurait grand besoin et ce que je préconise. Et donc, bah oui, ça impliquerait que chacun se maîtrise, se domine, domine ses pulsions, domine ses envies, se pose les bonnes questions et un véritable rapport éthique face à ses actions et ce qu'il crée, ce qu'il fait. Et donc, est-ce que ce que je dis ou ce que je fais ou ce que je désire, ce que je veux, ce que je veux faire avec un tel, a une vraie raison d'être, est fait pour les vraies bonnes raisons, a une motivation juste et non pas une motivation simplement de plaisir ou d'utilité. Là, on est quasiment dans la morale kantienne. Et donc seulement si chacun avait cette espèce de discipline et de sagesse et de sens comme ça, de l'honneur et une capacité comme ça à se maîtriser, à se dominer et à faire la part des choses, et était plus enclin, plus souvent, plus facilement à avorter d'un projet, à avorter d'une relation, à avorter des choses qui manifestement ne mèneront à rien de bon ou seront inutiles ou laides ou ajouteront juste à la confusion du monde, à sa médiocrité, etc. Si tout le monde savait faire ça, savait mieux se maîtriser, se contrôler si on était plus incité, eh bien mécaniquement, on aurait moins de choses et on aurait peut-être possiblement dans ce moins de choses des choses meilleures. On ne garderait que le meilleur, que ce qui a une raison d'être, une raison d'exister. Bref, trêve de préambule, je laisse donc la parole à mon très estimé confrère, c'est-à-dire moi-même. Hein, voilà, je me laisse la parole à moi-même, puisque bon, voilà, j'enchaîne donc sur l'extrait que j'ai coupé donc du podcast Finir et commencer à la base. Et je vous laisse donc découvrir voilà, ce que je disais. Et on se retrouve juste après. Finir et commencer, ça peut déjà s'inscrire dans la dimension biologique. Hein. Finir et commencer, commencer et finir la vie, hein, la naissance et la mort, tout vient de là, tout part de là, et tout s'arrête là. Et c'est ce que nous avons le plus en commun, tous. Hein. Nous avons, quelles que soient nos origines, nos personnalités, vraiment le point commun absolu qu'on a tous, sinon c'est qu'on n'existe pas, hein, c'est d'être né et de ne pas l'avoir choisi, et d'être amené à mourir et de ne pas savoir quand. C'est nos deux points communs. Voilà, vraiment, ça c'est les points communs absolus existentiels des êtres humains. On est tous nés, sinon on ne serait pas là, et on n'a pas choisi de naître. Certains le regrettent, certains en sont très heureux. Et on va tous mourir. Et on ne sait pas quand. À plus ou moins brève échéance, certains avec un peu plus d'impatience ou de peur que d'autres. Donc je ne reviens pas sur ces points-là qui ont déjà été évoqués. En revanche, et puisque ça fait un petit peu partie de l'actualité quand même, il serait intéressant de s'arrêter sur cette expression qu'on entend beaucoup du coup, puisqu'elle est très discutée ces derniers temps, la notion de fin de vie. Et par fin de vie, vous voyez, il y a tout un processus. C'est pas la mort en tant que processus comme ça naturel, c'est pas non plus un arrêt de vie brutal. La fin de vie, voilà, c'est presque un cheminement. Alors c'est pas non plus la fin de vie au sens très large, hein, c'est les dernières années de notre vie, bien que ça peut s'étirer jusque-là, et tant mieux dans ces cas-là, si la personne le souhaite. Mais non, la fin de vie, c'est vraiment voilà, comment on se dirige doucement vers la sortie. Voire, on s'y précipite volontairement, quand on sait qu'il n'y a plus d'issue, plus d'espoir, puisque la fin de vie, c'est le petit euphémisme, hein, c'est le petit terme pudique pour qualifier l'euthanasie, qui est un terme qui fait un petit peu peur. C'est vrai qu'il faut dire que dans l'euthanasie, on entend nazi. Alors c'est vrai que c'est quand même pas terrible. D'autant plus que, bon, comme il y a quand même l'idée d'injecter un produit, en l'occurrence, pour précipiter la mort, l'idée plus le fait qu'il y ait nazi dans le mot, ça peut faire un petit peu Docteur Mengele, quoi. Ça peut faire un petit peu, voilà, expérience sordide pour éliminer des gens. Bon, en fait, euthanasie, c'est un mot très joli, c'est un mot... c'est en fait ce qu'on appelle la belle mort. Hein. L'euthanasie, c'est la belle mort. Hein. Y a la même racine en fait que pour le démonisme, hein. Le démonia en grec, hein, donc le bonheur, la recherche de bonheur, et thanatos bien sûr, hein, la mort. Voilà, donc la mort heureuse. Hein, c'est la belle mort, la mort heureuse. Donc ça se veut positif. Mais bon, évidemment, le mot peut faire peur et même sonner un petit peu illégal. Voilà, donc on parle de fin de vie. Et donc c'est vrai que bon, il y a de plus en plus de débats puisque c'est déjà admis, autorisé dans certains pays, hein, on sait la Belgique et la Suisse dans le cas des pays francophones. Voilà, comme ça, d'aider, hein, d'assister, ça s'appelle aussi l'assistance au suicide, le suicide assisté, hein, ce qui peut étonner un peu comme terme, hein, mais
mais voilà, quand des personnes sont condamnées de façon certaine, absolue et sûre, parce que c'est la condition déjà de base, et qu'elles sont en mesure, consciemment, saines, non pas de corps, mais au moins d'esprit, voilà, pour le décider en toute lucidité, bien voilà, de ne pas insister, de ne pas s'acharner thérapeutiquement, de ne pas souffrir, de ne pas s'attarder sur Terre, de ne pas assister à son propre dépérissement intellectuel et physique, puisque ça concerne souvent les maladies type Alzheimer ou maladies de Charcot, Huntington aussi, je pense, le Huntington, enfin voilà, toutes les maladies en gros neurodégénératives ou dégénératives assez voilà, qui vont porter atteinte à la dignité de l'individu et qui, en gros, ne présentent plus d'intérêt pour la vie. Clairement, c'est les moments où la vie perd tout son intérêt. Voilà, donc c'est vraiment dans un cadre éthique très strict comme celui-ci que la fin de vie est envisagée, l'euthanasie, l'assistance au suicide, c'est évidemment pas du tout récréatif ou de confort. Clairement, voilà, c'est pas en ayant une petite déprime qu'on va se faire accepter dans ce programme. Voilà, aucun médecin n'acceptera ou n'aura le droit, en tout cas, d'accepter de nous accompagner dans une mort où en fait notre état de santé ne la justifie pas et c'est juste une question de santé mentale et une santé mentale voilà, qu'on estime pouvoir peut-être soigner, guérir, voilà. Donc là vous serez directement, et on peut le déplorer, mais en tout cas voilà, orienté vers des psychologues, des thérapeutes, des psychiatres. Là vous vous mettez dans un engrenage terrible parce qu'on sait que vous voulez vous tuer, on sait que vous êtes limite, vous avez attiré la lumière vers vous par rapport à ça, mais c'est pas pour autant qu'on vous aidera à mourir, au contraire, là ils vont bien vous surveiller, etc. Donc bon, là c'est presque pire que tout, parce qu'on va carrément vouloir vous empêcher de vous supprimer. Et vous voyez, là ça renvoie vraiment. Alors là j'ai un boulevard qui s'ouvre vers un sujet qui me tient très à cœur, qui m'intéresse beaucoup, qui est le suicide. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de constater devant la hype que cela a inspiré quand j'ai évoqué ce sujet-là pour un podcast, bien que ça vous intéressait aussi beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est parce que l'acte vous tente, ou l'acte vous laisse songeur, ou parce que vous le trouvez romanesque, ou parce qu'au contraire ça vous terrifie, vous êtes contre, vous êtes pour, j'en sais rien. Mais voilà, donc là, c'est que j'ai un boulevard qui s'ouvre pour parler du suicide, parler de la fin. Là, il faut que je me retienne et que je m'abstienne parce que déjà, ce serait beaucoup trop long. Là, on ne parle pas de seulement, entre guillemets, 2-3 heures de podcast. Là, on parle de. Je pourrais quasiment faire 10 heures dessus. Je pourrais faire une série de podcasts rien que sur le sujet. Et techniquement, je l'ai déjà fait. Parce que ça fait maintenant un moment que j'ai enregistré l'essentiel de ce que sera mon podcast sur le suicide. Mais j'ai quand même pas mal de choses à ajouter pour vous dire. Alors que ça fait déjà, je crois, 6 heures. J'ai encore des choses à ajouter. Donc voilà, gros sujet, gros dossier, le suicide dans la culture, dans l'art, dans la littérature, le suicide en tant que question éthique, le suicide philosophique, le suicide en tant que solution, le suicide en tant que non-solution, voilà, le suicide vu par les religions, vu moralement, le suicide en tant qu'acte concret, comment on fait, quelle est la meilleure façon de mourir, ma propre relation au suicide, mon avis là-dessus, tout ça. Le suicide symbolique aussi, très important, le suicide symbolique, se suicider symboliquement sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan artistique. Bref, voilà, bon, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'angles au sujet, et donc je ne peux pas me lancer là-dessus. Déjà, ça s'apprête complètement le podcast dédié, que j'ai dédié spécifiquement au sujet, mais en plus, ça nous emmènerait trop loin. Voilà, donc là, je dois me retenir, on ne va pas partir là-dessus. Mais bon, je prends quand même le temps d'évoquer la question, ne serait-ce qu'à des fins autopromotionnelles, mais bon, aussi pour glisser au passage que c'est vrai que non seulement on ne choisit pas de naître, mais que quand on fait le choix en âme et conscience, avec conviction de mourir, c'est loin d'être facile. Les ennuis ne font que commencer, parce que déjà il faut trouver la bonne méthode, tant qu'à faire la moins douloureuse, à part quelques masos, je connais personne qui, voulant mourir, veut mourir dans la douleur, donc c'est une partie le plus possible en paix, voilà, sans douleur, rapidement, efficacement. Surtout pas rater son coup, parce que quand on est déterminé, décidé qu'on a malheur de rater son coup, là, soit on finit avec des séquelles très graves et on a aggravé sa situation. Si on n'aimait pas sa vie, on va la détester encore plus, ça va être encore pire qu'avant. Ou alors, on s'enfonce dans une espèce comme ça d'engrenage de suivi psychologique, psychiatrique terrible, en fait, où on va nous surveiller tout le temps, puisque la société ne veut pas qu'on se tue. Alors on pourrait comprendre à un certain degré, effectivement, c'est pas le travail des pompiers, des médecins, des psys, voilà, d'inciter n'importe qui à mourir, en tout cas de les accompagner systématiquement dans ce chemin-là. On peut comprendre que eux, voilà, leur intérêt ou leur vocation, c'est d'empêcher les autres de le faire, mais voilà, entre sauver les vies qui peut-être peuvent l'être ou veulent l'être, et s'acharner comme ça à empêcher de mourir des gens qui veulent juste partir, là, ça devient de la torture. Enfin, voilà, c'est une des pires tortures psychologiques du monde que d'être dans une pièce enfermée où on n'a aucun moyen de se supprimer alors qu'on en a envie. C'est quasiment le pire supplice en fait. On est condamné à vivre. Il y a condamné à mourir, mais il y a condamné à vivre. Donc c'est vrai que
le tabou autour du suicide et donc de l'euthanasie peut prendre un peu cette tournure-là. En fait, être condamné à vivre, être condamné à subir le fait d'être vivant, d'être conscient du coup, hein, être conscient de subir l'existence alors qu'elle n'a plus aucun intérêt pour nous, qu'on l'a subie, qu'on ne la supporte plus, qu'on voudrait juste partir. Non, en revanche, la petite remarque que je peux glisser au passage, hein, que je voulais éventuellement évoquer, euh, en remontant encore plus loin dans le processus, parce que j'ai dit qu'on ne choisissait pas forcément de naître, mais en revanche, des personnes décident si on va naître à notre place, nous conçoivent, et parfois volontairement, parfois c'est le fruit d'un long effort pour essayer de procréer, et parfois c'est par accident, et parfois à l'insu de leur plein gré, contre leur volonté. Donc autre tabou, hein, que le suicide, pourtant qui concerne un individu qui veut se supprimer, il y a la question de l'avortement, alors qui est un tabou normalement balayé depuis longtemps dans notre société française, mais bon, il y aura toujours des détracteurs de cela, des gens qui ne supportent pas l'idée, souvent, il faut être clair, pour des questions religieuses, hein, c'est rare que la religion ne s'en mêle pas dans ces cas-là, d'ailleurs la preuve, les endroits où c'est le plus tabou, comme les États-Unis, ce sont des pays extrêmement religieux, avec carrément des mouvances religieuses très radicales, du protestantisme évangélique, ou des cathos, un catholicisme assez radical et tout. Alors c'est ce qu'on appelle, hein, le mouvement pro-vie, hein. C'est assez étonnant comme terme, hein, pro-vie, comme s'il y avait des gens qui étaient anti-vie, hein, voilà, c'est pas être anti-vie que de concevoir qu'on puisse vouloir interrompre une grossesse, hein, ça se fait depuis la nuit des temps. Enfin, depuis toujours, ça a été un enjeu quand même d'essayer de maîtriser, de contrôler les naissances. Alors, effectivement, souvent, le litige n'est pas là-dessus. Le litige n'est pas sur la contraception, qui pour le coup est admise, je crois, quasiment partout sur la Terre, quoi, avec des moyens plus ou moins naturels ou scientifiques. Mais en tout cas, voilà, c'est pas tant une question de contraception qu'une question de qu'est-ce qu'on fait quand il y a eu malgré tout fécondation. Voilà, c'est trop tard, c'est fait, c'est comme ça, il y a un fœtus. Voilà, c'est là que les ennuis commencent, parce qu'il y a ceux qui conçoivent qu'on puisse encore intervenir en termes de, non plus de contraception, c'est trop tard, mais donc d'interruption de grossesse, jusqu'à bien sûr un certain délai, hein, on ne va pas faire des avortements à 6, 7, 8 mois de grossesse, hein, ça passe dans autre chose, on considère qu'on a déjà un être humain trop avancé dans son développement, mais en revanche, à l'état vraiment d'embryon, c'est encore tout à fait concevable. Mais pour certains, c'est déjà trop. Alors là, on entre dans des casuistiques, hein, là c'est de la casuistique, mais infinie, mais qui peut parfois faire quand même assez froid dans le dos, ou alors faire écarquiller les yeux, quand ces gens-là, même quand on leur présente les cas les plus sordides possibles, hein, c'est-à-dire là, typiquement, un enfant qui serait le produit d'un viol, et allez, poussons encore l'horreur plus loin, un viol qui serait incestueux. Voilà, donc une fille qui serait enceinte de son père, par exemple, qui aurait abusé d'elle. Ouais, donc là, on a un enfant qui est le fruit d'un abus, donc traumatisme, abus sexuel, viol, donc voilà, vraiment qui est le fruit d'un crime, mais en plus un crime commis par un parent, donc incestueux, et donc la résultante, c'est quand même que techniquement, son père sera aussi son grand-père. Voilà, donc, ou alors parfois, c'est pas son père, sera son oncle, etc. Enfin, des choses absolument épouvantables, et même contre nature pour le coup, vraiment, hein, pas du tout encouragé par la nature. Donc il y a toutes les raisons, là, objectif scientifique, de mettre fin à une telle grossesse, bien sûr, le plus tôt possible. Donc quand ces gens-là, même devant des cas pareils, ils s'obstinent en disant non, non, c'est déjà un début de vie, il est hors de question d'y mettre un terme, de mettre fin à ce début de vie. C'est une vie choisie par Dieu, c'est un cadeau de Dieu, et on ne peut pas supprimer ce que Dieu a créé, a offert. Là, on est chez les barges, là, on est chez les dingues, enfin, là, on est chez les tarés. Je ne sais même pas comment on peut dialoguer ou faire société avec ces gens-là. Voilà, mais ces gens-là existent, ce discours-là existe. Voilà, et là, devant quand même l'horreur, quoi, devant l'horrible, où là, il est quand même très simple, normalement, d'éviter ça. Ou alors, dans des cas, alors là, certains, ils verraient de l'eugénisme, hein, ou de l'eugénisme passif. C'est ça que dans les cas où on peut savoir très tôt qu'un fœtus est porteur d'un très lourd handicap qui va lui rendre la vie infernale, qui va peut-être lui faire souhaiter plus tard le suicide, hein, qui peut faire souhaiter plus tard à quelqu'un le fait de ne jamais être né ou de mourir. Et oui, peut-être aussi quelqu'un qui aurait été heureux malgré tout, on ne saura jamais, mais de toute façon, ce n'est pas encore quelqu'un, c'est un embryon. Et qui va aussi, il faut dire, être source d'énormément de soucis, de peine et de chagrin pour les parents. Voilà, c'est quand même aussi un fardeau. Il est tout à fait concevable de ne pas vouloir laisser cette vie se développer.
Mais non, là encore, c'est un cadeau de Dieu, il faut laisser faire. Voilà. Bon, déjà, de toute façon, déjà, le postulat de Dieu déjà est dingue. Mais voilà, quand bien même, voilà, on admettrait l'existence de Dieu, que c'est un cadeau de Dieu et qu'il faut surtout pas le défaire, etc. Bon voilà, on est chez les dingues. Pour vous dire qu'il y a des gens pour qui, voilà, quand quelque chose a commencé de cet ordre-là, il est inconcevable de le terminer, de le finir. Puisqu'effectivement, ça revient en gros à, en fait, à faire cesser d'exister, à terminer ce qui n'a pas encore commencé. Et c'est justement là que justement, en fait, niveau éthique, c'est correct. Parce que ça n'a pas encore commencé, on considère que ça n'a pas commencé. Justement, eux estiment que ça a déjà commencé dès l'instant où la petite lueur de vie a commencé à grandir. Voilà. Alors que sur un plan plus strictement scientifique, il y a une marge en fait, hein, entre quelque chose qui a commencé à se développer et quelque chose qui est. Hein, voilà. Qu'est-ce que l'existence? Qu'est-ce qu'être, hein? À partir de quel moment naît l'âme? En fait, l'âme naît probablement avec le psychisme. Pour que le psychisme se développe, il faut que le cerveau soit suffisamment développé. Pour que le cerveau soit suffisamment développé, il faut que le fœtus ait atteint un certain stade de développement. Et on peut le mesurer, ça. On sait après combien de semaines on a quelque chose qui s'apparente à un être humain qui commence à être doué de sensibilité, qui commence en fait à avoir une vie en fait fétale, embryonnaire, assez développée pour que ce soit en effet peut-être de l'ordre du crime, voilà, de l'éliminer. Mais avant ça, ça reste un embryon, voilà. Donc bon, de toute façon, voilà, c'est sans fin ces questions-là. Soit je prêche des convaincus et dans ce cas, inutile de discuter davantage, soit je discute avec des gens qui sont dans la croyance, dans la superstition, dans le dogme, dans l'idéologie, et ça sert pas davantage de discuter parce qu'ils sont dans leur truc. Donc voilà, bon, de toute façon, ça c'est des choses assez compliquées. En revanche, et je terminerai par une petite réflexion générale autour de ça, je trouve le principe de l'avortement intéressant, de façon beaucoup plus générale. Je ne parle pas de l'avortement, voilà, là sur le plan de la procréation, hein, voilà, biologique, de la naissance et tout, mais vraiment de l'avortement au sens large, au sens vraiment en tant que concept, avorter quelque chose, l'avortement. Le fait en fait d'empêcher quelque chose de naître. En fait, hein, l'avortement, c'est ça, c'est que quelque chose va mourir avant même d'avoir pu exister ou naître. En tout cas, ne va pas pouvoir atteindre son développement complet. Alors c'est un terme qui fait assez violent, hein, l'avortement. D'ailleurs, l'acte est violent, hein, c'est pour ça que c'est pas un acte du tout anodin, faut pas non plus en abuser ou faire quelque chose de banal, parce que c'est assez traumatisant. Hein. Même, en fait, le terme est assez violent. Voilà. L'avortement, ça a avorté. Quand on dit quelque chose a avorté, c'est pas positif. Hein, voilà. Quelque chose qui a avorté, c'est synonyme d'échec. Vous voyez, bon, c'est ça que la terminologie fait que ça va plutôt dans le sens de ceux qui sont anti-avortement. Hein. Comment être pro-avortement? Quand on sait que l'avortement, c'est empêcher quelque chose d'exister avant même qu'elle ait pu exister, de lui laisser sa chance, et que c'est synonyme dans le vocabulaire d'échec, voilà, de disparition, de perte, de défaite, voilà, donc de sabotage même éventuellement, hein, voilà, quelque chose qui a avorté, quelque chose qui a été saboté. Donc c'est un terme pas du tout positif. Et bah, pour vous dire à quel point je suis pro-avortement, décidément, hein, je suis pro-avortement dans tous les aspects de la vie, et pro-avortement, même pas en termes de pis-aller, hein, voilà, de situation d'urgence, mais vraiment, j'ai quasiment une philosophie de l'avortement. Encore une fois, je précise avortement au sens très large. Hein, là, on dépasse le cadre. Hein, encore une fois, on ne parle pas de grossesse. Hein, je parle bien je veux pas ouvrir tous les ventres de la terre comme ça et les éventrer comme ça et arracher les fœtus. Hein, j'ai pas de projet sanguinaire en la matière, bien que hein, je pense qu'on est trop sur terre et que beaucoup de nos problèmes viennent de là, que ça commence à être un petit peu trop au niveau des ressources, etc., et que beaucoup de choses trouveraient leur résolution si on était moins nombreux, donc contrôle des naissances, en plus du fait que beaucoup de naissances sont faites de façon random, en fait, ne sont pas des actes réfléchis, sont commises par des gens qui ne pensent pas, qui ne réfléchissent pas, qui n'ont pas le bagage, qui n'ont pas les moyens, bref, voilà, bon, les désastres que ça crée. En plus, l'ironie fait que les gens qui se reproduisent le plus, entre guillemets, sont souvent les gens qui n'ont soit pas les moyens de contraception pour des questions matérielles financières, ou alors les convictions qui empêchent de les utiliser. Donc déjà, ça place les individus. Ça fait pas forcément des mauvais parents, hein, je veux dire, mais en tout cas, bon, voilà, ça veut dire quand même qu'il y a comme un cadre, on va dire, idéologique. Ou alors des personnes qui n'y réfléchissent pas, qui font n'importe quoi, en gros, qui batifolent, et puis voilà, ils se trimballent les conséquences. Enfin, voilà, on voit ça partout autour de nous. Hein, on voit parfois que les gens qui enfantent ne sont pas toujours ceux qui réfléchissent le plus. Voilà, donc aussi bien sur un plan de démographie mondiale, planétaire, d'espèces, que sur un plan sociétal ou psychologique ou éducationnel, réfléchir un petit peu à
à la responsabilité que c'est, puisqu'on a ce privilège-là en tant qu'être humain, doté d'une conscience. Hein, on est la seule espèce, encore une fois, dotée d'une conscience qui sait qu'elle va mourir, qui est capable de recul sur l'existence, d'humour, de suicide, et donc de réfléchir à ce que c'est que naître, pourquoi naître, et est-ce que voilà, est-ce qu'on peut le regretter d'être né. Eh bien voilà, puisqu'on a cette capacité de réflexion, ça vaudrait peut-être le coup de réfléchir un peu plus à ce qu'on fait en fait de la vie et de la naissance. Voilà, donc sans parler, hein, de tomber dans des politiques de l'enfant unique ou des choses comme ça, parfois très douteuses qui ont eu lieu dans certains pays, mais en tout cas voilà, d'encadrer presque plus cela comme une démarche lourde et responsable, que c'est pas rien en fait d'enfanter, de donner la vie et d'éduquer un être humain et de faire grandir la population sur Terre, etc. Voilà, ça semble des questions de vivre ensemble et de politique publique tout à fait concevables, dans lesquelles se mêlent bien sûr la psychologie, la philosophie, la sociologie, bref, toutes les dimensions des sciences humaines et de l'éthique. Donc voilà, en tout cas, bon, bien sûr que la dimension naissance, grossesse et démographique n'est pas inintéressante hein, dans la question de l'avortement, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse le plus ici. Hein, je ne vais pas me lancer là-dedans. Non, là vraiment, c'est l'avortement au sens vraiment figuré, abstrait du terme. Voilà, je dis souvent que je suis pro-avortement, que je suis à fond pour l'avortement, parce que je trouve que dans ce monde, on n'avorte pas assez. Voilà. Alors là, c'est typiquement un paradoxe, hein, c'est ce que Cicéron appellerait dans son ouvrage Paradoxe des Stoïciens, un paradoxe, hein, c'est vraiment paradoxa, c'est contre la pensée commune. Encore une fois, l'avortement, c'est un terme négatif, donc quelqu'un qui vous dit qu'il faudrait davantage avorter dans la vie, au sens général du terme, hein, avorter dans tous les sens du terme, on dirait n'importe quoi. Enfin, l'avortement, c'est négatif, c'est triste d'avorter d'un projet, d'avorter d'une idée, d'avorter d'une histoire d'amour, d'avorter d'un enfant, enfin, voilà, c'est pas bien l'avortement, c'est à éviter. Ben, ma philosophie peut-être pessimiste, hein, peut-être un peu trop schopenhauerienne pour le coup, me fait souvent penser qu'on n'avorte pas assez sur cette terre, malheureusement. Je trouve qu'en fait, il y a une espèce comme ça de prolifération. Alors là, je pourrais carrément pousser le concept de prolifération, l'idée jusqu'à une métaphore voilà, du cancer, en fait, de la tumeur. Hein, c'est-à-dire que l'espèce humaine et tout ce qu'elle génère, ce qu'elle engendre, parfois peut tenir un peu comme ça, voilà, de ces cellules comme ça devenues folles qui se multiplient à l'infini, hein, qui créent comme ça une tumeur, qui créent un cancer. Et alors moi je suis un misanthrope des individus, pas de l'humanité. Hein. Voilà, ma misanthropie, moi, touche les individus que je trouve souvent en dessous de l'espèce, minables, décevants. En revanche, moi j'ai une grande admiration et une passion pour l'humanité, hein, en tant qu'espèce et dans tous ses accomplissements. Donc là, je ne vais pas faire ce discours que je supporte pas des gens qui disent de toute façon la Terre se porterait mieux sans l'être humain. La Terre se porterait comme elle se porterait. Voilà, et ça, c'est un jugement de valeur humain, justement. Il n'y a que l'humain pour se faire cette remarque-là, en fait. Hein, voilà. Et l'humain fait aussi beaucoup de choses extraordinaires, en fait. Hein. L'humain, voilà, le remède est dans le mal. Hein, on est peut-être l'espèce qui fait le plus de mal aux autres animaux, mais on est aussi la seule espèce qui protège les autres animaux. Les autres animaux ne se protègent pas spécialement entre eux. Il n'y a pas de société de protection, il n'y a pas d'autres individus dans les espèces qui consacrent leur vie à soigner les autres animaux. Nous, on le fait. Voilà. Donc l'humain voilà, détruit, mais l'humain protège aussi. Voilà. Il y a un peu les deux aspects. Bref, donc je ne tomberai pas dans ce discours anti-humain, anti-humanité, on devrait tous disparaître, post-apo, collapsologue, etc. Ces trucs-là, voilà, j'aime pas du tout. Moi, je le ressens, entre autres, dans la création, dans la culture et dans l'art, hein, un truc aussi inoffensif, entre guillemets, que l'art. Hein. Mais je trouve, par exemple, qu'il y a trop de films. Il y a trop de films qui sortent, il y a trop de livres qui sortent. Enfin, les rentrées littéraires sont devenues absurdes. Je veux dire, je crois qu'il y a jusqu'à 200 ouvrages, 200 à 400 ouvrages qui sortent par rentrée littéraire. Enfin, vous vous rendez compte un peu, les libraires ne peuvent même pas tout lire. Voilà, donc il y a trop de production de films, production de musique, production de littérature, et ça finit en fait par invisibiliser les chefs-d'œuvre. Ça finit par faire aussi proliférer excessivement les merdes. Ça crée de la massification. On a aussi bien sûr le gaspillage alimentaire. Hein. On surproduit au niveau alimentation. Donc d'un côté, on a des pénuries. On commence en fait à avoir des pénuries de matières premières, de certaines choses, parce qu'on est trop nombreux, mais en même temps aussi, on surproduit, donc on gaspille. Alors, on l'a vu aussi, hein, donc peut-être qu'on fait aussi trop d'enfants. Alors bon, au contraire, hein, toutes les données, on le sait, en Occident disent que c'est le contraire, on n'en fait plus assez. Hein. On n'en fait pas assez dans l'absolu, ou on n'en fait pas assez pour nourrir et alimenter le système et l'engrenage de ce système dans lequel on s'est enfermé. Hein. Et je pense entre autres là, quand je vois ceux qui râlent qu'il n'y ait pas assez d'enfants, hein, qui sont parfois les boomers en fait, hein, les actuels retraités, eh bien ce sont des personnes justement qui ont peur pour leur retraite. Hein.
qui veulent qu'on fasse des enfants pour payer les retraites futures, voilà, qui s'inquiètent que le système soit plus alimenté et financé. Voilà, sachant que effectivement tous ces boomers, hein, une génération très importante en nombre, va finir par disparaître. Et donc ce creux dans la caisse que leur nombre crée va être amené à se réduire parce que la vague va passer et on reviendra peut-être sur une quantité de personnes plus équilibrée. Voilà. Là, ça qu'il y a un vieillissement de la population et du coup pas assez de jeunes, parce que voilà, il y a ce décalage-là. Mais en fait, cette population vieillissante va disparaître et ça va remettre un peu les compteurs. Moi, je ne suis pas démographe, spécialiste, etc. Mais voilà, parfois on se demande si c'est pas plus une crainte comme ça. En gros, les gens ont peur pour leurs sous, quoi. Hein. Ils veulent qu'on fabrique en fait des travailleurs pour nourrir le système, voilà, qui doit s'auto-nourrir. Donc on est un peu pris au piège de notre truc. En plus, on fait trop d'enfants peut-être, mais aussi de la mauvaise façon, au sens où dans des contextes où on génère de la misère. En fait, la misère engendre la misère, des personnes qui naissent dans des conditions déplorables. Et c'est pas qu'une question d'argent. Hein. On peut très bien éduquer un enfant avec peu d'argent parce qu'on a de la suite dans les idées, on a de la moralité, on est quelqu'un de bien, on a des valeurs à transmettre, on va faire tous les sacrifices nécessaires. Non, non, ça peut aussi parce que justement, comme il n'y a pas de suivi, comme on ne conçoit pas un instant d'intervenir dans la vie privée des gens au point de vérifier qui fait des enfants. Hein. On se mêle de qui adopte, mais on ne se mêle pas de qui fait des enfants. Il n'y a pas de permis d'avoir des enfants. Hein. Voilà, si on continue dans la dystopie. Mais du coup, voilà, par définition, c'est souvent les gens qui réfléchissent le moins qui font plus facilement des enfants. Et les gens qui réfléchissent trop, qui prennent ça trop au sérieux, n'en font pas. Donc du coup, vous voyez, ça crée cette situation où des gens qui auraient peut-être pas dû en faire en font, et des gens qui peut-être prouvent par là qu'ils devraient en faire parce qu'ils se posent plein de questions, ils prennent ça au sérieux, n'en font pas. Voilà, donc démographiquement, il y a un vrai sujet sur cette question, encore une fois, voilà, de l'avortement. Mais là, en fait, moi, ce qui m'intéresse même, c'est en amont. Et parfois, il ne s'agit évidemment pas du tout d'enfants, en fait. Hein, c'est une fin en soi. La relation amoureuse est une fin en soi. Et même là, en fait, hein, je trouve qu'il n'y a pas assez, quelque part, de relations qui avortent. Alors, pourtant, j'étais le premier à déplorer qu'il y a des gens qui tuaient des relations dans l'œuf, en fait, hein, qui les faisaient commencer, qui les arrêtaient à peine était-elle née. Et que ça, du coup, voilà, c'était une espèce de sabotage ou de gâchis. Mais justement, elles étaient commencées, ces relations. Donc là, quand on a commencé quelque chose, c'est en amont qu'il faut se poser les bonnes questions. Et savoir si on se lance dans quelque chose ou pas. Après, c'est trop tard. C'est déjà trop tard, en fait. On va faire des dégâts, on va faire du mal. Et il fallait se poser la question avant. Sinon, on papillonne, on fait n'importe quoi, on ouvre des relations, on les finit pas. Mais c'est vraiment en amont, en fait. Voilà, en amont de la création de la vie, la création d'une relation, la création d'une œuvre, la création de quoi que ce soit, en fait. Moi, je suis vraiment pour plus d'avortements dans tous les domaines, au sens le plus large du terme, de la création humaine. Encore une fois, aussi bien biologique, les naissances, que dans les œuvres, l'art, etc., que dans les relations. Je trouve qu'on n'avorte pas assez. Je trouve que ce monde est malade de surcréation, de surproduction. Et les gens, en fait, s'écoutent trop, sont trop complaisants, se laissent aller, se font des kiffs, se font plaisir, ne se posent pas plus de questions que ça, laissent aller leur bon vouloir, leur créativité, sans soucier forcément des conséquences, de l'encombrement, de l'accumulation que ça génère, du bordel général auquel ça contribue. Et en fait, beaucoup de choses auraient dû eh bien, ne pas exister. Ou alors la personne aurait dû renoncer à les faire exister. C'est sûr qu'on peut vraiment déplorer, sans doute, toutes ces vies humaines qui n'ont pas existé, qui auraient été extraordinaires, toutes ces œuvres qui auraient été géniales, ces films, ces musiques, ces livres, et qu'on ne lira jamais, qu'on ne verra jamais parce qu'elles n'ont pas pu exister, ou alors qui ont été perdues. Tout ça, bien sûr, il y a sans doute un gros manque à gagner, il y a plein de choses qui se perdent, qui auraient été géniales. Mais moi, je constate surtout, parce que ça, pour le coup, c'est du concret, c'est pas du fantasme, c'est du vrai, je constate toutes ces choses, ou toutes ces personnes, ou toutes ces œuvres, ou toutes ces idées, enfin bref, toutes les choses qui existent malheureusement, et qui n'auraient pas dû exister. Qui auraient mieux fait de ne jamais commencer en fait. Parce que peut-être qu'on peut y mettre fin, mais parfois en fait non, c'est trop tard pour y mettre fin. Donc maintenant qu'elles sont là, on subit leur existence et on subit en fait leur prolifération, et il y a trop de choses partout, et même pas de bonne qualité, et qui auraient mieux fait de ne pas exister du tout. Et elles n'auraient pas existé peut-être si quelqu'un avait pris la peine soit de la garder dans son pantalon, soit de réfléchir à 2 fois avant de faire le truc, soit simplement, voilà, par une heureuse providence, de se décourager, de laisser tomber, et ça nous aurait épargné ça. Donc quand je vois tous ces bouquins de merde, tous ces films de merde, cette surproduction, ce gaspillage alimentaire, toutes ces relations, mouchoirs, pansements,
éphémère, futile, lamentable, parfois la progéniture dégénérée que ça engendre, etc. Bref, toute cette mauvaise création, en fait, qui est le fruit en bonne partie d'une surcréation, et d'une surcréation pas raisonnée, pas réfléchie, pas encadrée, pas bien pensée, et qui repose clairement sur une culture de la surenchère, une culture de toujours plus fort, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus loin, voilà, au service de l'avidité, des appétits des gens et de leur d'une espèce comme ça de légende personnelle très flattée par l'époque, par le développement personnel, par le capitalisme. Chacun doit s'épanouir, bouge-toi de là que je m'y mette, c'est mon espace, c'est ma vie, c'est mes choix, c'est mon plaisir, les autres font bien ce qu'ils veulent, moi aussi, etc. Vous voyez, c'est, chacun se fait un kiff, et bah, le résultat, on l'observe dans tous les domaines en fait. Et après, les gens se plaignent, après les gens s'étonnent, ah non, c'est plus ce que c'était ça, tiens, ça c'est plus ce que c'était, ah tiens, ça il y a comme mauvaise qualité, tiens, ça c'est vraiment n'importe quoi. Bah oui, en fait, à un moment donné, on est tous responsables, soit de ce qu'on consomme, hein, moi je le dis souvent, un ticket de cinéma c'est un bulletin de vote, hein, croyez-moi, les producteurs ne jurent que par l'argent, ils s'en foutent de votre avis, hein, ils ne vous connaissent même pas, ils vous méprisent, hein, donc eux ils ne regardent que les chiffres, hein, voilà. Donc croyez-moi, un film qui ne fait pas de chiffres, vous n'entendrez plus jamais parler et il n'y aura pas de suite, hein, voilà, donc c'est très simple, hein. Donc le boycott, dans une certaine mesure, ça fonctionne, hein, à un moment donné. Ou en tout cas, un truc qui se plante, voilà. Donc, il y a quand même voilà, une façon dans la vie d'orienter les choses en s'abstenant. Et ouais, bon, s'abstenir, hein, l'abstinence, alors là, carrément, je prononçais le mot, je parlais tout à l'heure du côté pro-vie, tout ça, alors on est encore dans un vocabulaire assez douteux, c'est pas des mots que j'aime, mais dans l'abstinence au sens large, en fait, moi j'entends toujours la même chose, en fait, c'est l'idée comme ça, de la capacité de renoncement, en fait, la capacité à renoncer et donc à se dominer. Parce qu'on ne va pas le nier, c'est vrai que l'être humain est une créature qui, instinctivement, naturellement, en effet, a envie de se reproduire, de créer des choses, de prendre de la place, etc. Après, selon les tempéraments, les caractères, d'être plus ou moins comme ça, vindicatif, offensif, de s'imposer. Enfin voilà, bien sûr, l'ambition, tout ça et tout, tout ça, ça existe. Mais ça se canalise, ça s'encadre, ça peut se dominer. Alors, c'est déjà pas facile à dominer, forcément, selon les individus, même quand c'est encouragé à être dominé, mais si en plus on encourage le contraire, si on encourage au contraire de épanouissez-vous, volonté de puissance, faites tout ce que vous voulez, etc., là, il n'y a aucune raison que les gens se privent. Et on obtient en fait comme ça une espèce de dérèglement général qui fait beaucoup de dégâts. Donc, voilà, encore une fois, toujours dans notre axe de réflexion autour de finir et commencer, je trouve que on commence trop de choses, que trop de choses ont eu voilà, l'occasion de commencer, donc d'exister, et qu'on devrait finir davantage de choses, non pas pour les achever, mais en fait pour les finir avant même qu'elles aient commencé. Il faudrait davantage avorter de toutes sortes de choses. On aura moins de prolifération, de médiocrité en général, être plus sélectif, plus exigeant. Et ça implique en fait à titre individuel que chacun en fait apprenne davantage à se dominer, à renoncer, à faire des sacrifices, à arbitrer et à s'empêcher. Il y a une phrase de Camus que j'adore, toute simple, hein, qui dit « Un homme, ça s'empêche ». Voilà, bah l'idée est forte et assez jolie. Oui, un homme, avec un grand H, hein, un être humain, ça s'empêche. Et c'est fou comment c'est devenu complètement contre-intuitif et quasiment un gros mot, quasiment vu comme quelque chose de rabat-joie, de pisse-froid. Alors, dans une mentalité nietzschéenne, même carrément une logique de défaite, de loser, de ressentiment, de faible. Voilà, hein, on voit bien que les valeurs nietzschéennes ont triomphé aujourd'hui, hein, et que la volonté de puissance doit s'imposer. Si tu es un winner, tu dois réaliser des choses, accomplir des choses, être sans arrêt en fait en fuite en avant comme ça, en création permanente, en fait à organiser ton espace autour de toi, ton espace vital, hein, voilà, comme ça, et à forger la réalité en fait, à manier la réalité, et la plier à ta volonté. Donc évidemment, c'est complètement contre-intuitif et vu comme un discours de loser, aujourd'hui se présentait comme un discours de loser, de dire bah non, vive l'échec quelque part, en tout cas vive l'échec volontaire, vive le renoncement, vive la tempérance, vive la capacité en fait à se dominer,
et à se maîtriser. Et en fait, si chacun fait ça, les choses vont presque se réguler plus ou moins naturellement. Voilà, moi, je suis un anti-libéral et dans tous les aspects de la vie, hein, parce que on les voit, hein, moi je les vois, hein, les soi-disant anti-libéraux, mais qui sont anti-libéraux qu'avec des capitaux qui ne sont pas les leurs. Hein. Donc c'est très facile d'être anticapitaliste et anti-libéral avec des capitaux que vous n'avez pas, que les autres ont. Hein. Je me doute bien que vous n'avez pas trop envie que des capitaux qui ne vous appartiennent pas circulent trop librement et loin de vous. Hein. Mais là où on sait à qui on a affaire, c'est quand comment les gens se comportent par rapport à leur type de capital qu'ils possèdent, parce que tout le monde a du capital, matériel ou symbolique. Voilà. Et donc c'est toujours le même sketch en fait de voir des personnes qui parfois du coup sont pourvues d'un fort capital, entre autres sentimental et sexuel, qui ont beaucoup d'opportunités dans le domaine, qui ont un véritable capital dans ce domaine-là, un capital symbolique, hein, pour reprendre les termes de Bourdieu, hein, puisque souvent ces personnes-là sont de gauche, normalement cette référence leur parle, et qui, tout en se revendiquant, et avec sincérité sans doute, hein, anticapitaliste et antilibéral par rapport hein, à l'argent, hein, bien sûr que souvent ils n'ont pas, c'est bizarre, tout d'un coup on a des discours très libéraux, très permissifs, très individualistes, très en mode laisser-passer, libre-échange, etc., en parlant de polyamour, de relations libres, et voilà, quand il s'agit justement de relations amoureuses et sexuelles. Effectivement, des domaines où pour le coup, là, voilà, ça les priverait d'occasion, ça les priverait de profiter d'un certain capital sur lequel ils sont assis, si on allait jusqu'au bout de l'idée de l'antilibéralisme. Moi, je suis un antilibéral dans tous les domaines de l'existence, hein, je vais jusqu'au bout de l'idée d'antilibéral, quand on n'aime vraiment pas le libéralisme et qu'on ne croit pas à ça, parce que l'antilibéralisme, c'est en fait un refus d'un optimisme naïf. Parce que le libéralisme, c'est de l'optimisme en fait. C'est croire que tout va se réguler de soi, naturellement, qu'il y aura un ruissellement, etc. C'est de l'optimisme de droite en fait, hein, le libéralisme. Tout comme il y a un optimisme de gauche, un optimisme de gauche qui consiste à croire que l'être humain est bon au fond de lui, à l'état de nature, que c'est la société qui le corrompt, et que si on change la société, qu'on change les films et les livres, ça va influencer les gens dans le bon sens, et que la société va se réparer d'elle-même, etc. Donc il y a un optimisme de gauche qui est inepte, tout comme il y a un optimisme de droite qui est inepte, qui est celui de croire que les richesses se redistribuent naturellement, que le marché s'autorégule et tout ça. Tout ça, ce sont des fables optimistes de chacune des idéologies pour en fait s'entretenir et se défendre. Donc comme quoi l'optimisme, Voltaire avait raison, c'est un véritable danger, hein, c'est une menace permanente, c'est une horreur qu'ils font combattre, l'optimisme fait beaucoup de mal, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et donc voilà, le libéralisme, c'est un optimisme comme un autre. Et donc quand on ne croit pas justement en la bonté profonde de l'être humain, qu'on croit que l'être humain n'a rien d'un ange, que c'est un animal, un mammifère, plutôt égoïste, qui a tous les défauts d'un mammifère et d'un animal en lui à la base, hein, sur un plan psychanalytique, dans le ça, hein, dans ce qui est son monde pulsionnel, hein, qui ne suit que le principe de plaisir, eh bien un être humain, un sapiens, hein, quelqu'un qui a une conscience, voilà, qui est un être humain civilisé, justement, qui a un moi qui prend le dessus sur son ça, eh bien, justement, va au-delà du principe de plaisir. Hein, la fameuse thèse de Freud, hein, au-delà du principe de plaisir. Donc, aller au-delà du principe de plaisir, c'est justement savoir se dominer et s'empêcher. Voilà. Aller au-delà de son plaisir égoïste en mettant au-dessus, en fait, l'intérêt commun, ou alors simplement, en fait, la morale, l'éthique. Et moi, je peux vous dire que je ne mesure jamais la qualité d'un être humain à tout ce qu'il a accompli et fait. Hein, ces valeurs comme ça, des winners à tout prix, là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai accompli ci, j'ai accompli ça, et regarde ce que j'ai fait, ce que j'ai eu, et ci et ça. Non, ça m'intéresse pas, parce que ce que j'y vois, c'est quelqu'un, voilà, effectivement, tant mieux s'il a réalisé des choses, etc. Et si à la rigueur, parfois, c'est des bonnes choses, très bien. Mais là, ce que j'y vois, c'est une manifestation de son agressivité, entre guillemets, de sa création, même si c'est au service de belles choses. En tout cas, voilà, j'y vois quelqu'un qui s'est pas interdit de faire quelque chose. Et donc, ça ne m'inspire pas spécialement de l'admiration ou du respect. Moi, ce qui va me tenir en respect devant quelqu'un, c'est qu'as-tu sacrifié pour tout ça? Qu'est-ce que tu as mis sur la table? Qu'est-ce que tu as sacrifié? À quoi tu as renoncé? Et quels sont tes renoncements dans la vie? À quoi tu as renoncé? De quoi tu t'es empêché? Qu'est-ce que tu as maîtrisé comme désir, comme pulsion, comme besoin égoïste? Qu'est-ce que tu t'es empêché de faire? Qu'est-ce que tu as avorté volontairement? Et ces notions comme ça de sacrifice, ça va m'intéresser. Et s'il n'y en a aucun, eh bien, il peut avoir accompli tout ce qu'il veut. Je verrai quelqu'un qui, en fait, n'a fait que suivre son bon plaisir, ne s'est posé aucune question. Et donc, voilà, ça me tient pas du tout en respect. Donc, moi, je suis plus intéressé en négatif par tout ce à quoi les gens renoncent et renoncent pour les bonnes raisons, de façon réfléchie. Voilà, ce qu'ils se sont abstenus de faire. Et oui, ça se voit pas du coup, c'est beaucoup plus discret, hein, c'est par définition, hein, voilà, c'est dans l'ombre, ça existe, c'est du non-être en fait, hein, c'est du potentiel pur.
Donc c'est pas facile à déceler, mais ça apparaît en fait en négatif quand les gens nous le racontent, ou ce qui est contre-intuitif et ce qui relève d'un véritable mérite moral, c'est tout ce qu'on s'est soit forcé à faire alors qu'on ne voulait pas, mais pour la bonne cause, soit tout ce qu'on s'est empêché de faire, alors qu'on avait très envie, mais on a estimé que c'était pas une bonne idée, pas une bonne chose, ou que c'était injuste, négatif, etc. Moi, une bonne partie de mon œuvre intellectuelle et philosophique et de moraliste va consister à justement défendre cette idée, alors, qui est assez proche en fait, hein, qui s'inscrit quasiment dans une tradition philosophique, hein, qui remonte aux stoïciens, qui passe par Kant, hein, avec la métaphysique des mœurs, en passant aussi par Schopenhauer bien sûr, hein. La volonté s'affirme et puis se nie, hein, la négation de la volonté, hein. Donc moi clairement mes ennemis, mes antagonistes, ce sont les épicuriens ou Nietzsche, bien sûr Nietzsche en tête. Voilà, tous ces gens justement dont les valeurs triomphent aujourd'hui, mais en fait on voit le résultat. Voilà, et donc c'est vrai que moi j'aimerais poursuivre la réflexion et les travaux de Kant et de Schopenhauer, ce que j'ai commencé à faire, déjà bien sûr en les étudiant de très près, hein, voilà, en les lisant, mais en plus en élaborant moi-même des réflexions, des observations, en commençant à écrire, parfois d'ailleurs en laissant passer des idées dans les podcasts, mais voilà, autour de la morale, de l'éthique, et justement en fait de toutes les bonnes raisons que l'on peut avoir, et bien comme ça de réfréner bien les pulsions, nos pulsions les plus égoïstes, nos désirs toujours plus gourmands, plus ambitieux, l'avidité et la cupidité qui font tant de mal à ce monde. Tout ça au service comme ça d'un roman personnel, d'une légende personnelle, du dev perso, de l'affirmation de soi, de la volonté de puissance, mais qui font du mal et qui ne réfrènent pas assez. Nous avons une conscience, il faut s'en servir, et en tant qu'homo sapiens, justement, cette capacité normalement de recul sur soi, et donc un homme, ça s'empêche, comme dit Camus, et voilà, et donc bah oui, c'est pas sexy, c'est pas glamour, ça fait pas rêver, hein, c'est même vu comme rabat-joie et pisse-froid, mais en vrai, voilà, ça a de vraies vertus, et ça veut pas dire s'interdire tout, se frustrer, etc. et tout, mais en tout cas de savoir pourquoi on fait les choses et de les faire pour les vraies bonnes raisons, et que si vraiment ça ne nuit à personne, hein, c'est que ça rejoint quasiment le serment d'Hippocrate, hein, voilà, hein, le premier principe du serment d'Hippocrate, hein, non nocere, hein, ne pas nuire. Voilà, donc déjà ne pas nuire, hein, c'est vrai que c'est très kantien comme idée. Mais voilà, donc bon, je développe pas ici parce que là j'ai toute ma théorie qui est déjà prête, hein, que je présenterai peut-être un jour. Mais voilà, moi c'est que au cœur de mon œuvre entre guillemets intellectuelle ou morale ou philosophique, il y a quand même cette célébration presque, hein, voilà, si le terme n'est pas déplacé, mais en tout cas cette idée que on ne valorise pas assez la notion de renoncement, de sacrifice et d'avortement, qui est pas toujours négatif, mais qui en fait est une capacité comme ça à se dominer. Et voilà, les gens parlent toujours aujourd'hui d'être dominés, hein. Les dominants, les dominés, on est dominé, il y a des dominations. Mais au lieu d'être obsédé soit par le fait de dominer les autres, ou alors d'être dominé soi-même par les autres, moi je propose que déjà on commence par se dominer soi-même. Pour moi la priorité c'est se dominer soi-même, c'est pas de dominer les autres, ça c'est vraiment de l'agressivité à la Nietzsche, c'est pas se sentir dominé tout le temps par les autres, alors là pour le coup c'est de la faiblesse comme Nietzsche l'a fustigé à juste titre, ou alors de la victimisation là comme ça, gauchisante, voilà comme on l'entend beaucoup chez les Bourdieu et tout. Non, c'est ni être dominé de dominer les autres, c'est se dominer soi-même. Apprendre à dominer ses désirs les plus égoïstes ou négatifs, néfastes ou inutiles, etc. La capacité de sacrifice, de prendre sur soi, que chaque choix euh, gagne en valeur, prend en valeur, parce que déjà c'est un choix, ce qui implique élimination. Choisir, c'est renoncer. Donc à quoi on a renoncé pour choisir ça? Ça donne tout son sens à un choix. Et du coup, qu'est-ce qu'on a sacrifié? Les gens qui veulent absolument tout et son contraire, sans jamais renoncer à rien et ne faire aucun sacrifice au nom d'un choix, ne font pas des vrais choix. Ils ne font que suivre leur bon plaisir dans tous les sens, et c'est aux autres de ramasser les conséquences. Donc retrouver comme ça une espèce de responsabilisation et d'éthique et de morale individuelle, et tout ça en valorisant davantage, oui, c'est pas des gros mots, la notion de sacrifice, de renoncement, de domination de soi-même, et quelque part d'avortement, d'apprendre en fait à avorter, savoir perdre, savoir, vous voyez, ne pas être celui qui ramasse la mise, qui gagne à tout prix, quitte à dérober les autres, hein, parce que ça aussi, hein, voilà, mon Dieu, maintenant sacrifice, ça veut dire quoi? C'est que je vais pas ramasser ma mise, je vais pas ramasser je vais pas ramasser ma part du gâteau. Mon Dieu, une petite pièce va m'échapper. Vous voyez, cette avidité qu'entretient beaucoup la société, voilà. Moi, je pense qu'il ne faut pas entretenir cette avidité, cette cupidité. Il faut apprendre comme ça ou à la dominer ou alors à la distancer, et à ne pas en faire une fin en soi. Et donc voilà, il y a plein de bonnes raisons dans la vie de renoncer à faire quelque chose ou de renoncer à quelque chose. Et il y a des critères en fait pour justement déterminer, savoir, juger
si une chose est bonne à faire ou pas, est bonne à se laisser faire, à s'autoriser ou pas, parce qu'évidemment il ne s'agit surtout pas bien sûr de se réfréner complètement ou de s'empêcher de créer, de faire des choses et tout, mais de le faire en responsabilité, avec une véritable éthique, et de façon à ce que voilà, chacun prenne sa part et n'écoute pas tous ses moindres désirs. Donc moi je pense qu'il y a trois moteurs en fait qui font agir les gens, et donc trois critères aussi. Alors soit de raison d'agir, soit de raison de ne surtout pas agir, mais qui sont à prendre en considération. C'est l'utile, le plaisant et le juste. Et c'est tout à fait normal dans la vie de vouloir faire des choses qui sont plaisantes avant tout. Hein. L'humain recherche le plaisir, le plaisant. C'est normal que le plaisant soit souvent le critère premier ou le critère le plus universel. C'est normal aussi que tant qu'à faire, on parle de joindre l'utile à l'agréable. Eh bien, que justement, on cherche aussi l'utilité, ce qui va nous rapporter, ce qui va nous être utile, profitable. C'est pas un gros mot non plus, hein, pourquoi pas. Voilà, l'utile est aussi un moteur important des actions humaines et de nos choix et parfois de notre éthique. Hein, voilà, qu'est-ce qui va m'être utile, qu'est-ce qui va me rapporter, etc. Mais quand l'utile devient avidité, cupidité et devient sa fin en soi, un critère en tant que tel, sans aucun autre critère, ça donne voilà, les comportements crapuleux qu'on peut observer, les magouilles, etc. Les gens qui ne suivent que ce qui leur est profitable. De même pour le plaisant, hein, à faire que ce qui nous fait plaisir, à suivre son bon plaisir, on fait de la merde parce qu'on ne suit que son plaisir sans se soucier des conséquences ou si c'est juste. Et justement, pour moi, le troisième critère et le plus important, c'est le juste. L'utile, le plaisant et le juste. Et pour moi, tout doit être subordonné au juste. C'est normal voilà, d'avoir envie de faire des choses qui nous sont plaisantes et si possible utiles aussi. C'est tout à fait normal. Mais si tout ça n'est pas validé, confirmé par le fait que c'est juste, il faut renoncer à cette action. Et inversement, parfois, des choses ne nous sont pas plaisantes ou ne nous sont pas utiles, ou ni l'une ni l'autre, mais c'est juste. Et donc parfois, il faut se faire violence dans l'autre sens et se forcer à faire quelque chose qu'on ne voulait pas faire, mais c'est la bonne chose à faire. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment le critérium absolu, c'est les éléments, les bases de ma théorie, hein, voilà, qui finalement sont une continuité de ce qui a été déjà avancé, élaboré, entre autres par Kant et Schopenhauer. Hein. Moi, c'est vraiment la métaphysique des mœurs de Kant et les fondements de la morale de Schopenhauer qui sont mes bases, avec aussi le stoïcisme. Voilà, mais ils n'ont pas formulé les choses telles que je les formule, donc là, c'est vraiment pour le coup là, mes éléments à moi, mes mots, ma théorie. Mais voilà, moi je pense que vraiment là, les trois critériums du comportement humain, des actes humains, des agissements humains, c'est l'utile, le plaisant, le juste. Et voilà. Et quand les trois sont réunis, tant mieux. Mais s'il ne doit en rester qu'un, hein, façon Highlander, c'est le juste. Et pas de bol dans la vie, souvent, c'est celui qui passe en dernier, c'est celui dont les gens se foutent le plus. Parce que voilà, si un truc ne leur est pas utile et ou plaisant, l'action est annulée. Alors que pour moi, c'est le contraire. L'utile, le plaisant, c'est bien, mais c'est subordonné au juste. Voilà. Donc quand les gens subordonneront leurs actions au juste, croyez-moi, beaucoup de choses, de façon inévitable et naturelle, seront amenées à être abandonnées, à être annulées, à être avortées. Voilà. Il faudra renoncer à certaines choses parce qu'elles ne rentrent pas dans les critères. Mais évidemment, tant que tout ce qui domine, c'est l'affirmation de soi, se réaliser, l'épanouissement personnel, le plaisant, l'utile, le profit, la cupidité, l'avidité, en effet, hein, voilà, ça prolifère, tout se multiplie, il y a une espèce de, comme ça, de suraccumulation de choses, de gaspillage, d'exploitation, et on fait de la merde. Voilà. Et après, tout le monde s'étonne, tout le monde se plaint que c'est le bordel dans les relations sentimentales, amoureuses, où justement beaucoup d'histoires ne devraient même pas exister. Hein, voilà, beaucoup d'histoires ne devraient même pas exister si les gens savaient être dignes, savoir accepter la solitude, être seul, se débrouiller tout seul, ne pas être dépendant d'être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un, quitte à être avec la mauvaise personne, mais bon voilà, surtout pas être seul. Voilà, la recherche de satisfaction du plaisant, de la sexualité à tout prix, hein, le sexe pour le sexe, etc. La manipulation des corps, utiliser l'autre, voyez, comme un moyen, non pas une fin en soi. Là, on retrouve Kant, hein, voilà, hein, une action immorale pourtant, voilà, telle que Kant l'a définie, c'est une action où l'autre est utilisé comme un moyen, non pas une fin. Donc l'autre n'est qu'un moyen pour atteindre quelque chose d'autre, on se sert de lui. Hein. Même Aristote en avait parlé dans l'éthique à Nicomaque, hein, sur le fait que c'était justement une amitié intéressée et utilitaire. Donc non, on a déjà tous les éléments philosophie depuis très longtemps maintenant pour améliorer les choses, mais bien sûr, tout le monde s'en fout, ça n'intéresse personne. Les gens soit ne lisent pas les textes, soit ne les connaissent même pas, soit bien sûr trouvent ça chiant. Donc voilà, pourquoi ils se gêneraient. Et pourtant, on a les éléments ici. Mais oui, ça demande de l'éthique, un certain sens du beau moral, de la beauté morale, de l'esthétique morale, du juste, et une volonté réelle d'améliorer les choses, mais quitte à ce que chacun, du coup, se réfrène un peu.
Mais là, évidemment, ça intéresse personne, donc c'est le bordel. Voilà, donc trop d'histoires sentimentales, amoureuses ou sexuelles existent alors qu'elles ne devraient pas exister et contribuent au bordel général. Trop de magouilles d'affaires, de création, de business, d'entreprises, d'œuvres, de livres, de films, etc. existent alors qu'ils ne devraient pas exister. Ça crée de la médiocrité, ça sature le marché, c'est de la merde, etc. Bref, voilà. Donc si tout le monde apprenait un peu à se maîtriser et à être un petit peu plus méticuleux et sélectif dans ses actions et ses choix, eh bien, effectivement, peut-être qu'on arriverait à un petit peu diminuer le désordre général, mais je ne me fais pas non plus d'illusions absolues, hein, je ne crois pas aux utopies. Voilà pour ce supplément, voilà, qui à la base n'était pas un supplément, mais faisait partie du podcast Finir et commencer, mais que j'ai choisi de supprimer. Et maintenant, je regrette. Voilà donc pour ce post-scriptum. Donc toute l'ironie en fait de cet enregistrement qui faisait donc partie de ce podcast Finir et commencer, et donc qui est centré sur l'idée d'avortement, c'est que précisément, j'en ai avorté. Voilà, c'est parti de ces nombreux passages comme ça que je coupe au montage. Je décide de pas garder. Je sais pas, je trouve ça trop long, mal dit, que ça colle pas, j'en sais rien, que je passe à côté de mon propos, je me suis mal exprimé, ou alors je me suis bien exprimé mais finalement j'aime pas l'idée, ou ça n'a pas sa place ici. Enfin, il y a mille et une raisons. Là encore, plein de bonnes raisons de ne pas faire les choses, d'y renoncer. Et jusqu'au bout, j'ai hésité. Et j'ai choisi finalement donc, de ne pas l'intégrer au montage final, qui faisait donc 2h50 pour finir et commencer. Et je l'ai plutôt regretté. Voilà. C'est pas... Généralement, je fais plutôt le bon choix, je prends la bonne décision, je ne regrette pas généralement. Là, j'ai un peu regretté, je me suis dit, finalement, au point où j'en étais pour 50 minutes, puis ça poussait le raisonnement jusqu'au bout, j'aurais dû le mettre dans le montage, j'aurais dû aller jusqu'au bout, donc j'ai regretté. Dans ces cas-là, c'est toujours un peu trop tard, hein. On se dit, c'est trop tard, c'est marrant, ce sera un des sujets de podcast, un de ceux que je vais traiter prochainement, le trop tard, il est toujours trop tard. On dit qu'il est jamais trop tard, je pense que c'est pas vrai, il est souvent trop tard, pas toujours, mais il est souvent trop tard. Et bref, en l'occurrence, il était trop tard, le podcast était en ligne. C'est assez délicat comme ça de le supprimer de la chaîne et puis de le re-uploader en version plus longue. Beaucoup de gens l'ont déjà écouté, etc. Voilà, donc ça ne marche pas. Donc la seule solution, si vraiment j'y tiens, c'est de poster en fait le supplément qui était pas inclus, de le poster comme un post-scriptum, voilà, justement comme un simple supplément. Et donc c'est ce qui se passe ici. Mais voilà, du coup, toute l'ironie là, c'est qu'on a accès en fait à quelque chose qui était avorté au départ, qui finalement a été désavorté, hein, l'avortement a été annulé, mais du coup qui est mis en ligne en fait, mis au monde, mis en ligne en décalage, donc de façon un peu ingrate comme ça, de façon un peu comme un élément isolé, sorti un peu de son contexte. Et donc là, toute la question c'est est-ce qu'il aurait mieux valu justement l'avorter? Là, du coup, comme je le mets en ligne, je m'expose à cette question, à ce jugement. Tiens, peut-être que j'ai raté une occasion de me taire, de le garder pour moi, de le supprimer. Là, voilà, je mets en ligne quelque chose qui était à la base coupé au montage, que j'ai éliminé, que j'ai avorté, et finalement, auquel je redonne une seconde chance, que je mets en ligne. Et donc, libre à chacun de juger si j'ai bien fait de le mettre en ligne, si c'est un supplément qui vaut la peine, qui est intéressant, si j'aurais dû le garder dans le montage initial de finir et commencer, ou alors si en fait, voilà, ça n'en valait pas la peine, c'est de la merde, c'est nul, c'était bien de trop, et donc c'est QFD du coup, c'est QFD, hein, ce qu'il fallait démontrer. Je voulais démontrer que certaines choses gagnaient à être censurées, à être avortées, à être supprimées. Et bien voilà, là peut-être que c'est un grand CQFD, peut-être que je viens de démontrer mon point. Voilà, parfois vaut mieux se taire, parfois vaut mieux renoncer à certaines choses, voilà, prendre sur soi et pas hésiter à jeter à la poubelle. Alors, ce qui est quand même quelque chose, encore une fois, que je fais très souvent et beaucoup. C'est pas pour rien que parfois il y a des longues périodes sans podcast. Ça ne veut pas toujours dire que je n'ai rien enregistré, que je n'ai rien fait. Ça peut être le cas parfois si je fais d'autres trucs, je pars vers d'autres occupations. Mais bien des fois, j'ai au contraire énormément enregistré, parfois des heures et des heures et des heures. Ça peut être jusqu'à une vingtaine d'heures de podcasts cumulés que j'ai enregistrés. Et autant à réécouter. Et justement, à la réécoute, le podcast en fait ne survit pas à sa réécoute. Et donc moi, je jette énormément. Je jette énormément. C'est pas une légende. Tout comme vous savez, on dit que les écrivains produisent une quantité énorme de pages et n'en gardent que quelques-unes qui vont aller finalement à l'impression, hein, qui vont être éditées, qui vont être partagées avec les lecteurs, le public. C'est pareil en fait là pour mes podcasts, en l'occurrence pour moi, par rapport à la quantité que je peux enregistrer,
eh bien, beaucoup d'enregistrements de podcasts, en fait, finissent à la poubelle, sont supprimés complètement, ou alors sont délaissés, ne sont jamais achevés. Bref, la réécoute n'est pas concluante. Je suis pas content de moi. Je trouve ça nul. Je trouve ça mal dit. Je trouve ça trop bavard. Je trouve ça à chier. Euh, Généralement, je suis d'accord avec ce que je dis, évidemment. Hein, je vais pas trop changer d'avis. C'est pas une question d'être en désaccord avec ce que je dis, mais je trouve ça pas bien amené, pas bien dit, pas bien fait. Voilà, je sais pas, j'aime pas l'énergie qui se dégage de l'enregistrement, j'aime pas comment j'ai dit les choses, ça ne fonctionne pas, voilà. Et du coup, moi je suis habitué, alors vous vous en rendez pas compte forcément, par définition, puisque comme ça n'apparaît jamais en ligne et que je fais pas un faire-part de non-naissance, hein, je fais pas des faire-part d'avortement, je vous annonce la non-naissance de tel projet qui était prévu et finalement qui n'aura pas, qui n'existera pas, mais en fait, voilà, sans que vous vous en rendiez compte, il y a plein de podcasts qui ont disparu avant d'avoir existé, qui ont avorté. Et généralement, je ne le regrette pas. Généralement, je n'ai pas de regrets. Je pense que j'ai pris la bonne décision, que j'ai bien fait. Ça me fait mal au cœur en termes de travail de fourni, parce que c'est des heures et des heures et des heures d'enregistrement et d'écoute. Mais voilà, si c'est pas bon, c'est pas bon. Si je suis pas satisfait, je suis pas satisfait. Voilà. Ce que je mets en ligne, c'est que j'en suis un minimum content et que je l'assume. Même procédé d'ailleurs dans le cadre de mes relations, des relations amoureuses. Moi, je suis assis, entre guillemets, sur tout un cimetière de relations avortées. Alors, je dis bien avortées, hein, je ne parle pas de rupture. Je ne suis pas un serial lover hein, qui enchaîne les relations sans lendemain, futiles, hein, les ruptures. Hein, ceux qui me connaissent savent que c'est tout le contraire. Au contraire, justement. J'ai eu l'occasion d'expliquer dans Finir et commencer, donc je vous y renvoie tout mon rapport à ça. Hein. C'est-à-dire que je ne commence pas facilement quelque chose. D'ailleurs, je n'aime pas les débuts. Hein. Moi, contrairement à beaucoup de gens, je n'aime pas spécialement les débuts des relations, c'est loin d'être ce que je préfère. Hein. Moi, ma phrase, hein, toujours, hein, c'est j'ai hâte de la connaître depuis longtemps. J'ai hâte de connaître cette personne depuis longtemps. Voilà, donc moi, ce qui m'intéresse, au contraire, c'est quand les choses ont commencé depuis longtemps et qu'on est en fait en plein milieu. Hein. C'est ni les fins qui sont évidemment tristes, ni les débuts qui sont des débuts et qui sont fatigants à recommencer à chaque fois, etc., et qui demandent une énorme énergie, hein, un énorme travail, nécessaire bien sûr. Moi, c'est vraiment quand on est voilà, en plein dedans. Mais du coup, voilà, les relations, je ne m'y lance pas du tout facilement. Et c'est pour ça aussi que j'en ai pas beaucoup. Alors déjà, parce que j'ai peut-être pas non plus l'embarras du choix, mais quand même, j'ai eu quand même pas mal d'opportunités. Et la plupart, en fait, n'ont pas abouti. Alors soit parce que j'étais pas intéressé dès le départ, hein, bien sûr, il y a ce cas de figure-là. Dans le cas où on est venu me chercher, hein, il y a des cas aussi où je suis allé vers quelqu'un et où là, on n'a pas voulu de moi. Hein, vous voyez, donc déjà, il faut déjà éliminer quand même ces deux situations où quelqu'un est intéressé mais vous ne l'êtes pas, ou alors vous êtes intéressé et l'autre ne l'est pas. Donc déjà, ça fait déjà pas mal de situations. Mais dans les cas où il y a réciprocité, hein, quelqu'un s'intéresse à vous, vient vers vous et vous propose quelque chose, parce que c'est dans ce cas-là, effectivement, que là, c'est presque vous qui avez le dernier mot, qui avez le choix. Hein. Quand c'est vous qui faites la démarche, vous êtes déjà au clair avec vous-même. Enfin, en tout cas, moi, c'est le cas. Si je vais vers quelqu'un, je suis déjà au clair avec moi-même, normalement. Voilà. Sur le fait que je pense que j'ai vraiment envie d'être avec la personne et que ça peut marcher. Hein, voilà. Aimer ne suffit pas. Hein, c'est tout le cœur de l'éthique de tout ça. Hein. Les gens confondent aimer et devoir être ensemble. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être ensemble, même si on ne s'aime pas. Hein, la compatibilité ne fait pas tout, mais l'amour ne fait pas tout. Voilà. Et c'est ça qui est censé rendre la chose prodigieusement rare, alors qu'elle est très suspicieusement répandue. C'est quand même un peu bizarre et ça a de quoi alerter. Il y a beaucoup trop de relations, beaucoup trop de couples justement non avortés, ce qui est suspect et qui montre que les gens ne se posent pas tant de questions et après on s'étonne qu'ils fassent autant de merde. Voilà, donc quand on se pose des bonnes questions, aimer en tout cas ne veut pas dire systématiquement devoir être ensemble. Amour réciproque ne veut pas dire ah bah on s'aime alors, pourquoi pas être ensemble. Peut-être qu'il y a plein de bonnes raisons de ne pas y aller, de ne pas être ensemble. Un petit peu de réflexion parfois permet de se rendre compte que ça ne va nulle part, que ça ne marchera juste pas et qu'on court au désastre. Et que pour éviter ce désastre, pour éviter de faire de la merde, pour éviter d'ajouter comme ça au bordel général que sont déjà les relations, ce serait soit utiliser la personne, soit l'induire en erreur, soit même en fait se voler la face, que d'y aller. Et d'y aller juste comme ça sur un caprice, sur une pulsion, sur une envie, sur une absence comme ça de maîtrise de ses désirs, de ses envies, sans projection suffisante comme ça dans le futur, dans l'avenir, dans les conséquences. Et donc, comme ça, apprendre à se maîtriser, oui, apprendre à laisser passer une opportunité. Et oui, parfois ça coûte, parfois ça pèse, hein, c'est pas toujours facile. Alors, surtout, évidemment, quand en plus on est quelqu'un qui déborde pas comme ça d'opportunités ou de propositions et que l'alternative c'est le désert, hein, c'est pas une alternative entre 15 000 autres personnes, hein, c'est que vraiment c'est ça ou le désert.
Mais ça ne doit pas entrer en ligne de compte, c'est pas ça la question. La personne, justement, n'est pas là pour faire bouche-trou, pour combler un vide, pour faire passer le temps. Voilà, justement, ça c'est toutes les mauvaises raisons d'y aller. Voilà. Donc quand on n'a pas de vraies bonnes raisons d'y aller, et qu'on n'a que des mauvaises raisons d'y aller, ou en tout cas pas d'assez bonnes, on n'y va pas. Voilà. Mais ça demande une espèce comme ça de recul, de hauteur, de discipline, d'éthique, que beaucoup de gens n'ont pas, hein, parce que c'est mieux de se raconter l'histoire d'une autre façon, d'être complaisant, de ne rien s'interdire, mais voilà, ça demande une espèce comme ça de démarche d'avortement, non pas du coup de naissance, hein, on n'en est pas encore là du coup dans le processus, mais carrément de relation, faire avorter une relation. On l'a fait avorter, donc on la commence pas, hein, c'est pas commencer des relations et puis les lâcher comme ça, faire des ruptures inconséquentes, insouciantes comme ça. Non, justement, c'est pour éviter ce genre de choses. C'est précisément justement pour éviter des ruptures qui sont évitables qu'on s'empêche dès le départ d'y aller. C'est ça justement le but, c'est d'éviter toutes ces ruptures désastreuses, catastrophiques qui laissent tout le monde en mille morceaux, qui laissent amer, qui donnent l'impression qu'en fait, voilà, on a été soit dupé, soit on a dupé l'autre. Et donc pour éviter ces catastrophes annoncées, pour éviter ces ruptures tout à fait évitables, anticipables, on avorte de la relation. Alors on y renonce avant même de l'avoir commencé, même si c'est tentant, même si on est tenté. Mais on sait que ça ne va pas marcher, que ça va nulle part. Donc voilà, moi de même que je le fais donc pour les podcasts, dans le domaine créatif, j'essaie de me maîtriser, de me contrôler, de me dominer, d'essayer de faire un peu la part des choses autant que possible. Je le fais plus encore, j'ai envie de dire, dans les relations. Je suis extrêmement prudent et où je ne commence pas facilement quelque chose. Hein. Vraiment, voilà, j'en ai laissé passer des opportunités, des possibilités. Et parce que tout ça me semblait futile ou voilà, purement tenir du domaine du désir, de la pulsion, du caprice, mais ne pas avoir de véritables racines ou d'ancrage. Et donc, c'était pas sérieux et ça annonçait un véritable désastre. Et voilà, donc pour l'autre personne, pour moi ou pour les deux. Donc voilà. Mais évidemment, pour ça, il faut surmonter sur l'instant une espèce comme ça d'envie irrésistible qu'on a, une opportunité de la saisir quand, encore une fois, on est intéressé. Voilà. Donc vous voyez, donc cette éthique s'applique aussi bien aux relations et je ne la vois quasiment évidemment pas appliquée. Les gens, ils voient une opportunité, ils la saisissent, ils se trouvent toutes les raisons, toutes les bonnes raisons du monde pour y aller, même si, voilà, s'ils étaient honnêtes avec eux-mêmes, il y a plein de meilleures raisons de ne surtout pas y aller. Et voilà, ils se racontent l'histoire comme ça les arrange. Et après, ils pourront à nouveau se raconter l'histoire d'ailleurs comme ça les arrange quand ce sera terminé, que ça aurait été un désastre. Voilà, ils auront ajouté de la confusion générale au désordre que sont déjà les relations. Ils auront participé à ce grand désordre. Ils auront aussi ajouté un chapitre calamiteux à une succession d'histoires qui font leur histoire. Bref, les gens font de la merde et se trouvent plein d'excuses pour continuer à en faire. Alors tout ça nous tend la perche ou nous ouvre une voie vers un autre débat qui pourrait faire l'objet d'un podcast à part entière, hein, parce que c'est une formule connue et ça fait débat justement parmi les gens. En général, voilà, il y a deux teams, hein, même s'il y en a une qui est carrément beaucoup plus représentée que l'autre, et on n'est pas étonné. C'est cette question de s'il vaut mieux avoir des regrets ou des remords. Hein. On dit souvent d'ailleurs qu'il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Hein, vous voyez, donc comme quoi ça penche bien de ce côté-là, sans aucune surprise. Les regrets désignant toutes ces choses que l'on a scrupule à ne pas avoir faites, hein, c'est tout ce qu'on n'a pas fait, les regrets. Hein. Je regrette de ne pas avoir fait ça, je regrette de ne pas avoir fait ci ou ça. Alors que les remords, eux, désigneraient en fait toutes ces choses qu'on a faites, on les a bien faites, mais voilà, on a scrupule à les avoir faites en fait. Hein, voilà, on peut regretter de les avoir faites. Oui, on retrouve le terme de regret. Mais les regrets, c'est pour toutes les choses qu'on n'a pas faites, et les remords, c'est pour toutes les choses qu'on a faites. Et donc c'est très intéressant et révélateur que dans la vie, les gens disent il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Une des innombrables formules ou des petits proverbes comme ça existants qui servent aux gens pour justifier tous leurs choix les plus lamentables, les plus nuls, les plus crétins. Voilà, il y a toujours un petit proverbe, une petite sagesse populaire de merde qui est là pour venir à leur secours et pour excuser la bêtise en général. Hein, voilà. Donc là, c'en est un exemple, mais ceci dit, on pourrait quand même, sur un plan philosophique, vraiment prendre l'expression pour ce qu'elle est et y réfléchir en fait vraiment comme ça, voilà, sans parti pris, juste comme ça sur un plan philosophique. Est-ce qu'il vaut mieux avoir des regrets ou des remords? Qu'est-ce qui est le plus torturant déjà sur un plan personnel? Est-ce qu'on est plus torturé par tout ce qu'on a fait et qu'on regrette, hein, qu'on a mal fait ou qui s'est avéré désastreux, ou est-ce qu'on est plus torturé par tout ce qu'on n'a pas fait, qui nous hante parce qu'on ne sait pas ce que ça aurait donné et on reste sur une frustration? Et ça, c'est sur le plan évidemment ressenti personnel, mais sur un plan moral, hein, donc sur un plan plus kantien à nouveau, hein, sur le côté kantien, en prenant un peu de la hauteur, en mettant de côté son propre ressenti. Qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir dans la vie? Des remords ou des regrets? Il vaut mieux voilà, regretter de ne
pas avoir fait certaines choses, ou avoir des remords, hein, donc avoir des scrupules à avoir fait telle ou telle chose, mais au moins les avoir faites. Voilà, donc bon, la question est ouverte, on pourra peut-être la traiter un jour en podcast, hein, ça pourrait être intéressant. Bah, typiquement, là, dans la continuité, en tout cas, ou dans la cohérence de mon propos sur l'avortement, bah, moi, je suis plus de ceux qui pensent que dans la vie, il vaut mieux avoir des regrets que des remords, et qu'il vaut mieux apprendre en tant qu'être humain, apprendre à vivre avec des regrets. Il y en aura toujours, c'est inévitable, hein, plein de choses qu'on n'aura pas pu faire, hein, qu'on n'aurait pas dû faire, qu'on ne devait pas faire et qu'on n'a pas fait, du coup, on a suivi son devoir ou ce qui est juste, etc. Donc il vaut mieux apprendre, même en termes d'éducation, à un être humain à vivre avec des regrets, il y en aura toujours et c'est comme ça. Et oui, c'est parfois douloureux et pénible, mais au moins, voilà, c'est des choses qu'on n'a pas faites. Donc parfois on regrette de ne pas les avoir faites et parfois c'est vrai que peut-être que ça aurait été bien de les faire. Mais dans le tas, dans le lot, souvent il y a quand même beaucoup d'actions qui sans doute n'auraient pas été positives. Et c'est mieux d'apprendre en tout cas à vivre avec ce qu'on n'a pas fait que voilà, de vivre avec des remords. Donc en fait, voilà, de faire un maximum de choses, de rien s'interdire, de tout s'autoriser. Donc de faire de la merde en bonne partie, hein. Il y a peut-être deux, trois trucs dedans qui seront positifs, qui seront bien, tant mieux. Mais essentiellement, c'est pour ça que c'est des remords, on regrette ce qu'on a fait. Mais le problème, c'est que c'est fait. Le problème, c'est que c'est trop tard, c'est fait, ça a existé. Et ça a eu toutes les conséquences voilà, possibles et imaginables. Donc, sur un plan philosophique et sur un plan éthique et sur un plan moral et sur un plan sociétal ou de vivre ensemble, etc., ou quasiment, je sais pas, de vertu ou d'équilibre du monde et tout, sur un plan philosophique, il n'y a pour moi aucun doute, il vaut mieux, en tant qu'être humain, apprendre à vivre avec des regrets que se complaire comme ça dans les remords. Un choix ou une action qu'on n'a pas abouti, qu'on n'a pas été jusqu'à réaliser et qui se serait avéré satisfaisant, plaisant et admettons qu'il y aurait eu des conséquences très positives, c'est normal de le regretter. C'est normal d'avoir des regrets de ne pas l'avoir fait. Et si on l'a fait, c'est normal de ne pas éprouver de remords. Mais encore faut-il avoir assez bien anticipé, être sûr que ça aurait été le bon choix, hein. Généralement, ce qu'on regrette, c'est le spectre en fait d'un bon choix. C'est-à-dire qu'on ne sait pas réellement si ça aurait été le bon choix. Soit on le suppose, on aime l'imaginer, soit simplement le prémisse de ce choix était séduisant. Ça donnait envie d'y aller. Voilà. Mais parfois, justement, on occulte un petit peu les conséquences que ça aurait eu pour se contenter en fait du regret de l'action elle-même, mais pas de ses conséquences. Voilà. Donc justement, les conséquences, on y a fait face quand il s'agit du coup de remords, hein. On a des remords parce qu'on a été au bout de l'action, et puisqu'on a des remords, c'est que clairement ça s'est pas si bien passé, c'est que le jeu en valait pas la chandelle, hein. Voilà, on a eu tort d'y aller, c'était séduisant, mais on a eu tort, on regrette, ça a eu des mauvaises conséquences. Et voilà, moi des deux situations, je pense quand même que il est en tout cas moralement plus légitime d'éprouver des regrets, parce qu'au moins rien ne s'est passé. Alors pour soi, ça peut être frustrant, mais pour l'état du monde, il vaut mieux une action avortée, qui est un manque à gagner, hein, c'est un manque à gagner de plaisir pour soi, une privation de plaisir pour soi, mais qui a évité, enfin pour le monde en fait, hein, voilà, c'est sans conséquence dans l'absolu pour le monde. En revanche, les mauvaises actions, même quand d'ailleurs elles ont été source de plaisir pour soi, peuvent avoir eu des effets ou des conséquences qui là ont affecté le monde, en tout cas ont ajouté à sa laideur, à son désordre. Donc voilà, là sur un plan, alors là je suis quasiment dans l'utilitarisme de John Stuart Mill, hein, pas l'utilitarisme matériel, capitaliste, hein, le profit, l'argent, hein, là on n'est pas du tout là-dedans. Là attention, on est dans l'utilitarisme avec un grand U, l'utilitarisme philosophique. Là on est chez, non pas, même pas Jeremy Bentham, hein, mais John Stuart Mill, hein, je vous renvoie à l'ouvrage L'utilitarisme, hein, où John Stuart Mill présente son éthique. Je suis assez proche de ça, là, hein, je suis entre Kant et John Stuart Mill niveau pensée, là. Des choses auxquelles j'ai réfléchi énormément ces derniers temps, et depuis d'ailleurs un sacré bout de temps en réalité. Ça m'a toujours intéressé, mais voilà, donc là, voilà, il faut prendre un peu de hauteur sur soi. Donc parfois, c'est vrai qu'il y a un manque à gagner de plaisir personnel. Tant qu'à faire, c'est idéal d'en prendre, mais ça ne doit pas être le critère dernier, ça c'est sûr, et parfois même pas premier. Voilà, l'important c'est le juste en fait, hein, le juste de l'action. Et parfois ça implique de devoir se priver d'un plaisir, d'avoir un manque à gagner de plaisir, d'une action, d'un choix. Et au contraire, parfois il faut justement s'imposer, s'infliger une action déplaisante, mais parce que c'est la bonne chose à faire, parce que c'est juste. Et dans ces cas-là, c'est quand même rare d'avoir des remords en fait, hein. On peut, voilà, ne pas être spécialement nostalgique de ce moment-là, mais en tout cas, on n'éprouve pas de remords parce qu'on sait qu'on a fait ce qui était juste. Et ça, la conscience apprécie ça. En revanche, une action qui était plaisante, qui était séduisante, et peut-être dans laquelle on a pris beaucoup de plaisir, mais qui s'est avérée nuisible, catastrophique, néfaste, peut-être que le plaisir qu'elle suscite en soi, qu'elle a suscité sur l'instant, ne fait pas trop éprouver de remords, voire même un peu de nostalgie, mais en revanche,
il peut y avoir des vrais remords de conscience, des vrais remords de moralité sur ces actions-là. Voilà, donc là, oui, on est un peu dans dans des questions d'éthique et de morale, hein, telles qu'elles ont été explorées en philosophie par, encore une fois, Kant ou alors John Stuart Mill, là, essentiellement, je pense à ça, même hein, déjà des Platon à l'époque. Hein. Et justement, pour faire le pont là entre Platon que j'évoque, donc Platon qui dans ses dialogues relate les discussions que Socrate avait avec ses disciples et ses adversaires, et donc pour faire le pont comme ça entre Platon, Socrate et John Stuart Mill, donc dans l'utilitarisme, donc là on est au 19e siècle, eh bien il y a une phrase hein, célèbre, une des principales, une des plus fameuses de l'utilitarisme, hein, son ouvrage où il présente cette doctrine, c'est quand il dit que il vaut mieux être un Socrate insatisfait qu'être un porc satisfait. Vous voyez, il vaut mieux être un Socrate insatisfait qu'un porc satisfait. Alors ça, c'est typiquement un positionnement de philosophe. Ça, la plupart des gens n'y comprennent rien à ça ou n'y pensent même pas. Mais ça, quasiment toute la philosophie occidentale est basée sur ce genre de paradoxe et de positionnement. Et on le comprend avec l'idée assez limpide hein, qu'il vaut mieux être un Socrate. Donc Socrate associé à l'idée de sagesse, de vertu, de vérité ou de quête de vérité, voilà, de philosophe, d'éthique, de morale, etc. Donc il vaut mieux être un Socrate insatisfait qu'un porc satisfait. Vous êtes satisfait, vous êtes content de vous, mais vous êtes un porc. Voilà, donc là, il n'y a aucun doute sur ce que dit cette phrase, cette punchline de John Stuart Mill. Voilà, il vaut mieux être quelqu'un de bien, d'insatisfait, qui a fait les choix qui peut-être mènent à une insatisfaction, mais qui sont les bons choix, qu'être un porc satisfait. Un porc qui est satisfait par ses choix à titre personnel, hein, qui se vautre dans le plaisir, mais qui fait des mauvais choix qui enlaidissent le monde. Donc là, c'est typiquement un positionnement philosophique. Je ne vois pas comment, en ayant un peu de hauteur et de sens de l'esthétique morale, le juste, c'est le sens de l'esthétique morale, hein, du beau moral, la beauté morale, je ne vois pas comment on peut penser autrement. Le monde, en tout cas, hein, le monde, hein, en sortant un peu de son nombril et de sa petite personne, se porte mieux avec des gens qui ont des regrets qu'avec des gens qui ont des remords, et donc les remords renvoient à des actions concrètes qui ont eu lieu et dont les conséquences ont existé et ont pu être très négatives. Les regrets, voilà, c'est des regrets souvent personnels qu'on a par rapport à des choses qu'on ne s'est pas autorisé à faire, qu'on s'est empêché de faire. Les regrets sont vraiment, pour le coup, vraiment douloureux, et là sont des vrais regrets légitimes quand l'action en plus en question, non seulement nous aurait apporté du plaisir, mais en plus n'aurait eu aucune conséquence négative. On en a la certitude, et là vraiment on a juste passé à côté d'une occasion de bonheur, d'un bonheur légitime et juste, qui aurait été positif et pour soi, et en tout cas pas néfaste pour le monde. À défaut d'être positif pour le monde, en tout cas n'aurait pas été néfaste pour le monde. Là il y a de quoi être dégoûté, là c'est les vrais regrets douloureux, on est passé à côté de quelque chose. Mais bien souvent, voilà, c'est mon postulat pessimiste, la plupart du temps, les choix et les actions, derrière un plaisir immédiat séduisant, en fait, cachent des conséquences eh bien, plus négatives qu'il n'y paraît. Et en fait, on s'est épargné à soi déjà, mais possiblement même à d'autres personnes au monde, ces conséquences-là en n'y allant pas. Et ça peut valoir le coup. Alors quand je tiens des propos comme ça, hein, il n'est pas rare que quelqu'un me dise mais en fait tu ne tolères pas l'échec, hein, tu ne tolères pas ce qui peut rater, tu ne tolères pas les ratés, les ratages, l'échec. Ce qui n'est pas vrai. Hein. De toute façon, je n'ai pas le choix que de tolérer les échecs et les ratages parce qu'on en fait inévitablement. Hein. Je peux vous dire qu'on peut vouloir faire la partie la plus parfaite, on fera de la merde à un moment donné parce qu'on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout anticiper, on ne peut pas tout deviner. Et il y aura toujours des ratages, toujours des ratés. Et justement, c'est parce que de toute façon, même en faisant le mieux possible, il y aura toujours des ratés. Si en plus on n'essaie même pas de faire de son mieux, si en plus on ne s'interdit rien, on s'autorise tout, là on est sûr d'en faire plein des ratages et des ratés, de faire de gros dégâts. Donc de toute façon, ce n'est pas une allergie absolue, parce que ce serait inepte, parce qu'il y en a forcément à des ratés. Les ratés font partie de la vie. Mais il y a une différence entre les accepter quand ils arrivent et qu'ils étaient inévitables, entre guillemets, ou qu'on n'a pas pu les anticiper, et le fait de les anticiper, pour le coup, de bien les entrevoir, hein, de les sentir, mais d'y aller quand même, hein, d'aller au-devant d'eux, hein, de ne pas reculer devant eux. C'est tout autre chose. Puisqu'on parle d'échecs, justement, hein, on parle d'échecs au sens les échecs dans la vie, les ratages, les fails, eh bien, prenons justement les échecs en tant que jeu, hein, le jeu des échecs, hein, le chess en anglais, hein, voilà, les jeux d'échecs, justement. Quand on joue aux échecs, quand on fait une partie d'échecs, on est d'accord que personne ne va faire un mouvement en sachant très bien à l'avance que ce mouvement est perdant. On est d'accord. Alors, évidemment, bien sûr, il y a deux sens à gagnant et perdant, hein, parce que, évidemment, dans un monde de volonté de puissance, un monde nietzschéen, cynique, gagnant-perdant, c'est une question de ce que vous obtenez pour votre plaisir personnel. Hein, voilà. Donc, si ça rapporte de l'argent, si ça rapporte du sexe, du plaisir,
Ah bah, je suis un gagnant, c'est gagnant. Moi, de toute façon, j'ai un gros body count, j'ai un gros compte en banque, je suis un gagnant. Donc souvent, les gens, quand ils pensent gagnant-perdant dans la vie, ils pensent en termes de profit personnel, indépendamment de l'éthique et de la morale. Là, moi, je vous parle d'éthique et de morale. Donc, un coup gagnant, un coup perdant, c'est ce qui entraîne des conséquences positives pour soi, idéalement, bien sûr, tant qu'à faire, mais même qui n'entraîne pas de conséquences du coup négatives autour de soi et dans le monde, et inversement, des actions qui soit sont désastreuses et pour soi et pour les autres, ou alors positives pour soi égoïstement, mais négatives pour les autres. Donc, une vraie bonne action, c'est une action qui est positive pour soi et pour autrui, pour les autres, pour le monde. Ça, c'est l'idéal, hein, les deux sont réunis. Mais entre une action qui est positive en général pour le monde ou pour l'ordre du monde, quitte à ce qu'elle soit un peu frustrante ou pénible pour soi, et une action inversement qui est très plaisante pour soi mais négative pour le monde, il n'y a pas d'hésitation. Mais au jeu d'échecs, en tout cas, mais vous verriez un joueur faire de la merde et juste pour son bon plaisir, juste parce que ça l'éclate, juste parce que ça l'amuse, enchaîner les coups foireux qui ne mènent nulle part, qui n'ont aucune viabilité stratégique sur le long terme pour soit gagner la partie, soit éviter en tout cas un échec et mat, mais vous seriez en train de dire mais qui c'est ce dingue, qui c'est ce taré? On dirait il fait n'importe quoi le gars. Donc pourquoi on prend moins au sérieux la vie qu'un jeu d'échecs? Dans un jeu d'échecs, on n'envisage pas des coups perdants ou des coups aux conséquences négatives juste pour un kiff sur l'instant, juste pour le plaisir de prendre une pièce à l'autre, hein, parce que c'est ça, hein, je prends une pièce à l'autre, trop bien, mais prendre une pièce à quelqu'un, si dans la réaction en chaîne du jeu, ça mène à un mat, à un échec et à un mat, c'est nul. Ça sert à rien de prendre une pièce à quelqu'un si ça s'avère en fait être un coup foireux, si ça n'anticipe pas les conséquences. Donc parfois, vaut mieux prendre moins de pièces sur le coup, mais en fait que la partie mène à quelque chose, voilà, qui est profitable, qui est positif. Alors encore une fois, c'est vrai que la vie c'est pas une partie d'échec parce que justement le but c'est pas qu'il y ait un gagnant, un perdant, c'est pas un affrontement, c'est pas un match. Voilà, on n'essaie pas de faire perdre quelqu'un ou soi-même de gagner contre l'autre. Mais en tout cas, voilà, dans la métaphore plus générale, pourquoi faire des coups perdants ou des coups désastreux quand on les anticipe et qu'on sait que ça va par là? Juste quoi, pour un petit instant de plaisir où on prend une pièce à l'autre, où on se fait un kiff, etc. Donc non, au jeu d'échecs, justement, ce qu'on apprend, c'est à avoir un peu de hauteur sur le jeu, d'anticiper, d'avoir le plus d'anticipation possible. Et de toute façon, même en étant un bon joueur et en anticipant bien, il y aura toujours des ratages, des foirages, des trucs qu'on n'a pas vus, des trucs qu'on n'a pas remarqués, des trucs auxquels on n'a pas pensé. Et on va y laisser des plumes. Donc, puisqu'il y aura déjà assez de ratages comme ça, pourquoi en rajouter en fait? Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut un peu réfléchir. Il faut avoir des coups d'avance, il faut réfléchir avant de bouger ses pièces, avant de faire un mouvement, avant de savoir si un mouvement qui a l'air comme ça séduisant, plaisant, positif, voire entreprenant, est si positif que ça sur le long terme, a des conséquences positives. Mais certains me diront encore, mais la vie, c'est pas comme des échecs, qu'est-ce que tu racontes? Aux échecs, effectivement, on a des ouvertures, on a des fins de partie, on a des milieux de partie qui sont codifiés, théorisés, étudiés. Il y a des livres d'échecs comme ça qui explorent les différentes parties qui ont eu lieu dans la vie. Différents joueurs en fait, ont testé des combinaisons infinies. Bref, voilà, on a une littérature des échecs, une littérature échiquienne qui effectivement permet d'avoir comme ça exploré différents cas de figure et donc de les apprendre, de les anticiper. Et comme ça, en fait, c'est autant d'erreurs qu'on n'aura pas à faire soi-même, en fait, hein. D'autres ont fait des erreurs à notre place avant nous, et nous, on n'a pas à les faire. Oui, très bien, je suis d'accord. Ça vous rappelle pas quelque chose? Je sais pas, ça vous rappelle pas le fait qu'on a eu des parents, des ancêtres, qu'on a l'histoire avec un grand H, qu'on a la littérature, qu'on a les sciences humaines? Est-ce qu'on n'a pas derrière nous tout un passé d'individus de notre famille, dans le cas des parents, ou d'ancêtres en général, hein, avec voilà, les siècles passés, les gens qui ont vécu avant nous, l'histoire, etc., les événements. Est-ce qu'on n'a pas toute une littérature encore plus vaste de coups perdants et gagnants? De gens qui ont relaté leur expérience et qui nous ont enseigné ce qu'étaient des choses qui marchaient et d'autres qui ne marchaient pas. Enfin, si on a une littérature échiquienne des bons coups et des mauvais coups, des bonnes ouvertures, des bonnes fins de partie, des bons milieux de partie, des choses à tout prix éviter qui sont perdantes à tous les coups, des choses qui sont gagnantes, on l'a tout autant en littérature et en sciences humaines. On a toute l'histoire des temps passés, on a une documentation infinie sur les civilisations disparues, sur notre civilisation, sur nos sociétés, sur l'histoire des nations, sur les guerres, sur les mœurs. On a la sociologie, on a la philosophie, on a la psychologie, on a la littérature, qui sont autant de documentation pour apprendre en fait eh bien, des erreurs du passé, à apprendre de ce que les autres ont fait, de ce que les autres ont vécu, parce qu'on n'a pas assez de temps de vie
pour tout expérimenter, et heureusement, il ne faut pas tout expérimenter, hein, seule la bêtise est aussi empirique, hein, la bêtise est empirique parce que la bêtise ne comprend que ce qu'elle a expérimenté elle-même, la bêtise n'a pas d'imagination, la bêtise est limitée par une imagination médiocre, mais nous, on a la mémoire et l'imagination. Je vous renvoie à mon podcast Les piliers de la connerie, hein. Dans les piliers de la connerie, j'explique que les deux grands piliers de la bêtise, c'est une mémoire faible ou l'absence de mémoire, et c'est une imagination faible ou l'absence d'imagination. L'imagination et la mémoire sont les piliers de l'intelligence humaine. La mémoire, c'est tout ce qui nous fait mémoriser notre passé, on capitalise des connaissances du passé, on s'en souvient, on retient, hein, on n'oublie pas chaque jour ce qu'on a appris. Et l'imagination, c'est ce qui permet d'anticiper. Anticiper l'avenir, anticiper le futur, faire des combinaisons comme ça dans sa tête sur à quoi mènent les actions, et aussi du coup la pensée abstraite, les concepts, hein, donc la philosophie, etc. Donc si on est en déficit de mémoire et d'imagination, on est con. Hein. Et si on a beaucoup de mémoire et beaucoup d'imagination, on est intelligent, on fait des connexions, etc. Et on peut se déplacer dans le temps mentalement. Hein. On peut se reporter à un passé, même parfois qu'on n'a même pas vécu soi-même, hein, au passé de l'humanité, auquel on a accès par la connaissance, la lecture, et on a accès à des temps limités dans le futur. On peut imaginer le futur lointain après nous, on peut imaginer des futurs parallèles, le futur antérieur, voilà, on se déplace conceptuellement dans le temps. Et du coup, grâce à ça, voilà, on peut faire des choix réfléchis. Et donc, ben voilà, là, en fait, en jouant aux échecs humains, hein, qui est un vrai truc, hein, au passage, hein, les échecs moralisés, ça s'appelait les échecs moralisés, hein, c'est un vrai truc, hein, c'était au Moyen-Âge. En fait, on faisait des allégories de parties d'échecs, hein, pour faire comme ça des allégories de relations humaines. On faisait des échecs amoureux moralisés. Hein, on métaphorisait en fait des histoires d'amour ou des cours amoureuses par le jeu d'échecs. Vous voyez, donc c'est une chose très très ancienne, ça fait très longtemps qu'on utilise la métaphore du jeu d'échecs pour illustrer les choix de vie, la vie, comment on se comporte dans la vie, etc. Donc, on a une documentation énorme qui nous est fournie, grâce à la littérature, je pense là aux écrivains. En fait, on va vivre des vies qui ne sont pas les nôtres, et on va simuler des vies, on va faire des simus, comme on fait des simulations de parties. On peut faire plein de simulations de parties. On peut faire la simulation de partie d'un séducteur, on peut faire la simulation de partie d'un vertueux, d'un ascète, on peut faire la simulation de partie d'un soldat, la simulation de partie d'une mère au foyer. On peut faire plein de simulations de parties et on peut regarder les coups qui fonctionnent bien, qui ne fonctionnent pas, les choses qui reviennent, les patterns, ce qu'on appelle des patterns, hein, des schémas de partie. Et on peut voir ce qui fonctionne ou pas. Et du coup, on peut s'épargner à soi, en ayant un petit peu d'écoute et du jote, des erreurs qui ont été commises avant nous et qu'on nous, on n'aura pas à commettre. Et ce qui est désespérant dans ce monde, et moi ce qui me désespère en tout cas, c'est de voir que de génération en génération, les mêmes erreurs sont produites. C'est-à-dire que les parents qui disent à leurs enfants « fais pas ça », eux-mêmes n'ont pas écouté leurs propres parents et ont fait malgré tout ce qui leur était interdit de faire, et eux-mêmes, leurs parents avant eux, avaient désobéi à leurs parents, et ainsi de suite. Et en fait, on fait du surplace. On fait un grand surplace moral. Parce que tout le monde veut sa part du gâteau, tout le monde veut son moment de kiff et de plaisir, et ne veut rien s'interdire, et ne veut pas capitaliser sur l'expérience des temps passés. En histoire, c'est encore pire, je ne vous fais pas de dessin. Comment en histoire, on fait... Si ce n'est du surplace, on fait presque de la répétition, on bégaye, on revient sans arrêt sur les mêmes erreurs, on n'apprend pas, il y a un petit cycle de à peine 100 ans entre chaque connerie, voilà, avant de revenir dans les mêmes conneries, dans les mêmes histoires, on se répète, on bégaye, on oublie. Et donc si on abordait quand même davantage la vie, quelles que soient les limites de cette métaphore, hein, qui a ses limites, mais comme une partie d'échecs, et qu'on prenait autant au sérieux la vie qu'on prend au sérieux les échecs, hein, parce que certains prennent très au sérieux les échecs, c'est une catastrophe pour eux de perdre, et ils préparent leur partie, etc. Mais pourquoi dans ce cas, ils sont aussi futiles et négligents avec leur vie ? Ils sont sérieux avec un jeu, mais ils ne sont pas sérieux avec la vie. Le déplacement d'un fou, d'une tour, d'une dame, est plus important pour eux, et plus grave, plus chargé d'enjeux, que le déplacement de leur pion dans le domaine sentimental, amoureux, sexuel, artistique, créatif, intellectuel, dans le travail, dans la santé. Enfin, je sais pas, c'est quand même surréaliste. Il s'agit de notre vie, là. De notre vie à tous, la vie collective, mais il s'agit aussi de notre vie personnelle. Et donc, voilà, comment on avance ces pions et comment on anticipe certaines conneries tout à fait évitables, avec un petit peu du jote, et évitables d'autant plus quand on sait un peu documenter, quand on a réfléchi. Et on a à notre disposition, encore une fois, une immense documentation grâce au roman, à la fiction, sans parler des disciplines comme la philosophie, la psychologie, qui permettent comme ça d'étudier des patterns, des schémas qui se reproduisent et qu'on peut essayer de ne pas reproduire parce qu'on connaît déjà d'avance les conséquences. On explore les conséquences virtuellement, et comme ça on n'a pas à les explorer dans la réalité, et on peut faire les bons choix. Mais effectivement, souvent, ça consiste, et on revient à notre sujet, à avorter. Il faut avorter de certaines décisions, de certains choix, de certaines actions. Il faut les avorter dans l'œuf parce qu'elles ne fonctionnent pas. Oui, elles auraient pu, et c'est là que c'est difficile pour les gens d'avorter d'elles, elles auraient pu procurer certains plaisirs à la base, mais elles mènent à des mauvaises conséquences. Et inversement, parfois une action qui peut paraître déplaisante sur l'instant mène à des belles conséquences. Idéalement, bien sûr, et on adore ça, tant mieux quand ça arrive, on a une action qui est plaisante à faire,
et qui en plus est suivi d'actions, de conséquences positives. Du coup, ça se réfléchit, ça s'étudie, ça s'explore mentalement, virtuellement, avec un peu de jugeote, en prenant un peu de hauteur. Voilà, et en y mettant un peu d'éthique et de discipline. Mais ça n'intéresse pas les gens. Soit ils y pensent même pas, soit ils n'ont pas les capacités mentales ou morales pour le faire, soit voilà, hein, c'est une espèce de grande flemme générale, de paresse, de complaisance, et on obtient ce qu'on obtient. Donc oui, effectivement, on obtient cette prolifération de choses, d'actions, de créations, qui ne s'interdit rien, tout le monde est en roue libre. Mais le problème, c'est que ça sature le monde de choses, de laideur, de médiocrité, de tas de choses qui auraient gagné à être avortées, qui auraient pu ne pas se produire, qui auraient pu ne pas exister. Ça aurait fait ça de moins. Quand on est aux commandes d'un avion et qu'il arrive un pépin, c'est souvent trop tard en fait. C'est trop tard pour inventer des solutions en fait. C'est trop tard pour inventer des solutions. Il faut appliquer des protocoles qui ont été vérifiés, qui consistent en fait voilà, à sauver l'appareil dans telle ou telle situation. Mais on n'a plus le temps de réfléchir et d'inventer. Donc voilà, on suit les protocoles. Et ces protocoles existent parce que justement des gens avant nous ont commis des erreurs et que des manuels ont été écrits en fait en prenant en compte toutes ces choses qui se sont produites en fait. On capitalise sur des connaissances basées sur les incidents, les mauvais choix qui ont été faits avant nous. Et là, c'est le moment de faire des bons choix. Et en l'occurrence, parfois même pas des choix, mais d'appliquer des procédures qui ont fait leur preuve et qui fonctionnent. Voilà, et c'est seulement en dernier recours qu'on est amené à faire un choix, et si possible le meilleur qui soit. Mais là, c'est le même principe, voilà. Donc, aux commandes de son appareil ou face à sa partie d'échec, il s'agit à un moment donné quand même d'avoir 2 ronds de bon sens et de réflexion, et de réfléchir un petit peu à ce qu'on fait, et de ne pas considérer comme automatiquement positive toute action qui apporte du plaisir, et automatiquement négative toute action qui prive d'un certain plaisir, voire même est déplaisante sur l'instant. Il faut voir beaucoup plus loin que ça, avoir des coups d'avance. Voilà. Et l'idée quand même, c'est de ne pas finir en échec ou mat quand même. Enfin, je sais pas, ça me semble être du bon sens. Hein. Voilà. Et il y a des gens qui peuvent faire comme ça, cumuler les échecs et les maths, ils n'arrêtent pas de se prendre des échecs et maths. Mais l'important, voilà, c'est de faire n'importe quoi, et de s'éclater et de déplacer les pièces. Bon, écoutez, si vous voulez jouer comme un pigeon, comme un gamin, voilà. Hein. Mais du coup, après, il ne faut pas s'étonner que le monde soit si bordélique et si laid, parce que tout le monde fait de la merde. Alors, autre objection fréquente, oui, mais de toute façon, tout le monde fait ça, donc si je ne le fais pas, de toute façon, quelqu'un d'autre le fera à ma place. Et donc, quelqu'un d'autre en ramassera les bénéfices, le plaisir. Donc, pourquoi je me priverais moi? En fait, moi, c'est un manque à gagner pour moi de plaisir, juste parce que oui, effectivement, c'est pas terrible, ça a des conséquences négatives pour les autres, c'est peut-être un peu moyen, mais de toute façon, quelqu'un le fera. Donc, de toute façon, c'est pas moi qui changera le monde par mon action individuelle isolée, et donc, pourquoi je me priverais de ce plaisir, moi? Oui, quelqu'un d'autre le fera à votre place, mais du coup, ce ne sera pas vous. Alors là, évidemment, ça demande un certain ego, mais du bon ego, un certain orgueil, mais du bon orgueil, que de se faire cette remarque-là, de dire oui, c'est vrai, quelqu'un d'autre le fera, mais ce ne sera pas moi. La différence entre cette personne-là et moi, c'est que moi, je ne me serais pas abaissé à faire ça. Mais oui, du coup, en effet, je ne récolterai pas non plus le plaisir, les bénéfices de plaisir, etc. Oui, je perdrai aussi les bénéfices qui vont avec. Mais je ne me serais pas avili avec cette action. Mais encore une fois, la dimension morale n'intéresse pas les gens. Eux, généralement, ce qu'ils voient, c'est uniquement le manque à gagner en termes de profit personnel. Mais ces personnes-là, du coup, sont d'autant plus impardonnables que, manifestement, elles ont parfaitement conscience, en fait, que l'action est, au fond, néfaste, négative, malhonnête, pas forcément vertueuse, ajoute, en fait, à la laideur du monde ou participe, en fait, à des mauvais comportements. Ils en ont parfaitement conscience. Et donc ça, c'est typiquement une attitude cynique. C'est du cynisme. Alors pas du cynisme au sens Diogène, Diogène le cynique, Diogène de Sinope, le cynisme antique, qui pour le coup est une espèce de version radicale du stoïcisme. Donc au contraire, le cynisme à la base est une philosophie très ancrée moralement, donc on ne parle pas de ce cynisme-là, on parle du cynisme contemporain, le cynisme des temps modernes, le cynisme à la American Psycho, le cynisme de la génération X, le cynisme voilà, tel qu'on peut l'observer aujourd'hui dans la société libérale ou capitaliste, etc. Enfin voilà, vraiment le cynisme incarné quasiment, justement c'est pour ça que je parlais d'American Psycho de Bret Easton Ellis, le cynisme incarné presque par la figure du trader, vous voyez. Le monde est comme il est, et si moi je ne prends pas ma part du gâteau, de toute façon quelqu'un d'autre la prendra, donc autant que ce soit moi. Donc vous voyez, il n'y a pas du tout de remise en question de l'état du monde, il y a une lucidité sur l'état du monde, parfois même une lucidité amère, qui déplore l'état du monde, mais qui se résigne, et qui décide en plus qu'en étant résigné, eh bien, autant en profiter. Le cynique, c'est celui qui voit très bien ce qui ne va pas dans le monde, qui voit très bien les problèmes et tout ce qui est moche et même qui parfois le déplore lui-même, mais qui, au lieu de refuser de participer à ça, va au contraire se demander à cet instant, bon, du coup, comment je peux en tirer profit? Où je peux trouver ma part là-dedans? Donc il n'approuve pas forcément ce qui se passe, voire même il le désapprouve profondément, en tout cas il le déplore, il voit bien que c'est moche,
il peut s'en désoler, mais au lieu de renoncer à y participer, il se demande comment il va pouvoir en tirer le maximum profit, comment il va pouvoir, lui, en profiter à sa façon, voire même utiliser le système en sa faveur. Donc ça, c'est du pur cynisme. Je vois ce qui ne va pas dans le monde, je le sais, voire même je le déplore, mais voyons comment je peux l'utiliser en ma faveur, en tirer profit. Et c'est pour ça, on le devine là, que le cynisme est aussi présent, voire omniprésent dans le monde du business. Parce que le business repose souvent sur un postulat cynique. Il y a plein de business qui reposent sur les vices des gens. Mais il y a de l'argent à se faire. Il y a de l'argent à se faire sur ça. Alors parlons même pas carrément du business illégal, hein, carrément là des drogues et tout, voilà, ou des réseaux de prostitution. Là carrément on est dans l'illégalité. Mais il n'y a même pas besoin de franchir le cap de l'illégalité, où là on est dans le cynisme absolu, on est au sommet du cynisme. Mais même dans le cadre légal, il y a plein de business parfaitement légaux, même très intégrés, hein, mais qui partent d'un postulat cynique. Parce qu'il y a des gens dans la vie, ils cherchent juste à créer des entreprises, à créer des startups. Tout ce qui les intéresse, c'est le business, le profit, l'argent, créer un truc qui va fonctionner. Et peu importe la dimension morale, s'ils approuvent ou pas, ils n'ont même pas de boussole morale, ces gens-là. Leur seule boussole, c'est qu'est-ce qui rapporte, qu'est-ce qui sera un bon business. Donc, ils voient par exemple qu'il y a tout un truc autour de l'infidélité. Bon, bah, on va créer des sites de rencontres d'infidélité. Les sites de rencontres d'infidélité sont typiquement des manifestations de cynisme. De toute façon, l'infidélité, ça existera toujours. Oui, ça, malheureusement, on peut le déplorer. Il y aura toujours une part plus ou moins grande d'infidélité. Peut-être qu'on pourrait quand même essayer de la réduire, mais il y en aura toujours. Il y a ceux qui refuseront de participer à ça, quoi qu'il arrive. Ok, ça existera toujours, mais ce sera sans moi. Sans moi, déjà, à titre personnel, être infidèle, mais sans moi, de nourrir ça, d'encourager ça. Et puis il y a des gens, qu'ils aiment ou pas d'ailleurs, hein, qu'ils approuvent ou pas, hein, c'est même pas la question, ils se mettent même au-delà de ça. D'ailleurs, ils vont s'en vanter d'être au-delà de ça. Ils vont dire, oh écoutez, moi, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Ce que je vois en tout cas, c'est qu'il y a un besoin. Et moi, je ne fais que satisfaire ce besoin, rendre service et faire de l'argent. Et donc, ils vont exploiter les pires travers humains ou la laideur de ce monde pour faire du business et faire de l'argent. Plutôt que de remettre en question, ça évidemment non, plutôt que, à défaut de remettre en question, en tout cas de pouvoir changer le monde, de dire ok mais ce sera sans moi, au contraire, ce sera avec eux, mais eux vont exploiter ça pour en faire du profit, pour en faire du business. Et là tout le monde est admiratif, applaudit genre ah il fallait y penser, hein. Ah fallait y penser, et bravo, et le gars il est fort, il va passer sur Capital en prime time, et on va pouvoir afficher sa réussite à tout le monde pour donner envie, pour dire vous avez vu, voilà quelqu'un de malin, voilà quelqu'un qui a tout compris. Hein. Il a vu ce qu'elle n'est pas chez ses congénères, et au lieu soit d'essayer de le corriger, de le combattre, soit en tout cas de s'y résigner mais de refuser d'y participer, non, lui il va se vautrer dedans et bien exploiter, et essayer d'en tirer du profit et faire du fric là-dessus. Et ça existe dans plein de business. Mais l'infidélité, c'est le comble du comble, parce que là, carrément, ça contamine les relations humaines. Et on le sait, hein, on n'a pas eu besoin de Houellebecq pour nous le dire. Hein, on n'a pas attendu Houellebecq avec Extension de domaine de la lutte ou d'autres livres de lui pour savoir qu'il y a malheureusement des porosités entre les systèmes économiques et les mœurs. Les mœurs sont contaminées, imprégnées des mentalités, des raccourcis, des réflexes issus du monde de l'économie. Donc effectivement, dans un monde a fortiori capitaliste et libéral, les mœurs ont de grandes chances de prendre des réflexes capitalistes et libéraux. C'est l'opposé d'un pessimiste idéaliste, et je précise idéaliste hein, parce que tous les pessimistes ne sont pas forcément des idéalistes, mais un pessimiste idéaliste va constater l'état du monde, hein, on va lui reprocher du coup son pessimisme, il va voir les mauvais aspects du monde, mais lui, il va refuser d'y participer. Il va faire un pas de côté, quitte à se marginaliser. Il va refuser d'exploiter la laideur de ce monde qu'il déplore. Il voit l'état du monde, il déplore des comportements et refuse de se joindre à ces comportements. Et donc fait un pas de côté, quitte à justement apparaître comme un perdant du système, parce qu'il va perdre dans le système. Refuser de jouer le jeu du système, c'est perdre. Donc il préfère perdre, avoir un manque à gagner de plaisir ou de profit personnel, plutôt que de participer à ce jeu malsain, à ce jeu déplorable, immoral, qu'il observe en toute lucidité. Ou alors avec pessimisme, si on considère qu'il voit la partie négative des choses et moins le côté positif. Mais son idéalisme, en fait, lui interdit de tirer profit de la situation, et préfère encore être perdant dans la situation. Vous voyez, on retrouve l'idée de John Stuart Mill hein, dans l'utilitarisme, mieux vaut un Socrate insatisfait qu'un porc satisfait. Voilà. Là, en reprenant cette formule, le cynique est un porc satisfait. Voilà, il se comporte comme un porc, mais oui, il est satisfait.
mais c'est un porc. Le pessimiste idéaliste se comporte comme un Socrate insatisfait. Donc la démarche cynique, qui est pourtant très courante, fait froid dans le dos. Oui, oui, je sais ce qui déconne, je vois très bien ce qui va pas dans ce monde. Mais, de toute façon, si je le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ma place. Et ça voudrait dire que du coup, je me prive bêtement, voilà, de profit, de bénéfices, de plaisir. Donc puisque le monde est comme ça, oui, moi aussi je le déplore, oui c'est vrai, ça craint, c'est nul, mais de toute façon, il n'y en a pas d'autres. Et autant en tirer un maximum de profit. Donc autant en tirer sa part du gâteau. Et voyons voir comment je peux l'utiliser à mon avantage. C'est du cynisme, c'est de l'utilitarisme dévoyé. Si tout le monde boycottait, si tout le monde agissait comme un Socrate insatisfait, en fait grippait la machine et refusait d'exploiter la laideur ou l'immoralité du monde telle que beaucoup la constatent, eh bien, par un effet presque de boycott, entre guillemets, ou de résistance passive, ça gripperait la machine. Et ça pourrait presque inverser la tendance. Mais il faudrait pour ça une force en fait d'inertie énorme, qui demanderait en fait un nombre de comportements individuels gigantesques en fait, au moins égal ou largement supérieur au nombre de comportements individuels négatifs, cyniques. Autant dire que cette équation n'a jamais existé et a peu de chances d'exister, c'est ainsi. Mais cela va jusqu'à remettre en cause espèce comme ça de tolérance à la limite de la complaisance que beaucoup de gens adoptent en disant oh écoutez, chacun fait ce qu'il veut, hein, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, tant que moi on me force pas et tant que les autres voilà, moi je les force pas, chacun est libre de faire ce qu'il veut, c'est leur vie privée, c'est la vie privée de chacun, voilà. En fait non, malheureusement. La vie publique est le résultat d'une somme de comportements de la vie privée. La somme de tous les comportements de la vie privée finit par rejaillir dans la vie publique, en fait, par donner un peu le la note générale, le diapason de ce qui se passe moralement. Voilà, le désordre général que l'on ressent tous actuellement dans les relations, en bonne partie exacerbé aussi par le monde des applis de rencontre, etc., du swiping, du benchmarking, de la consommation, tout ça, mais est le résultat d'une somme de comportements individuels où tout le monde se dit « Oh, après, chacun fait ce qu'il veut, c'est leur vie privée. » Oui, mais une vie privée, plus une vie privée, plus une vie privée, plus une vie privée, ça fait une vie publique. Certains sociologues ont commencé à toucher ça du doigt, sans trop oser y aller, comme Eva Illouz dans ses deux ouvrages Pourquoi l'amour fait mal et La fin de l'amour. Mais ça va être difficile, voire impossible, de réformer les mœurs sans s'attaquer à la question délicate de la liberté, qui est le truc intouchable pour tout le monde. Mais il faut savoir, soit la liberté est intouchable, mais dans ce cas, il faut complètement se résigner au fait que ça va être un joyeux bordel. On est dans un monde libéral, où on refuse l'intervention donc de l'État en économie, mais non seulement de l'État, mais même on va dire de la morale ou quoi que ce soit d'autre dans les relations intimes ou dans l'intimité ou dans le privé. Soit, la priorité, c'est que tout ça retrouve un petit peu de morale, d'ordre, de principe, de dignité et d'honneur, mais on ne pourra pas faire ça sans fixer des règles. Et fixer des règles, c'est donc mettre des entraves à la liberté de chacun, la liberté individuelle. C'est s'imposer un code d'honneur. À défaut que ce soit des lois, donc que ce soit en fait du domaine du pénal, donc là vraiment ce serait vraiment carrément des règles strictes, au moins en tout cas des règles de principe. Que le regard change sur ce qui se fait ou ce qui se fait pas, sur le licite et l'illicite. Et ce seront effectivement quelques pessimistes idéalistes qui, dans leur coin, feront un pas de côté et passeront pour des gros losers, pour des gros perdants, parce qu'ils n'auront aucun des attributs des grands victorieux, des grands vainqueurs de ce monde, de ceux qui cumulent ou du capital financier ou du capital sexuel ou toute forme de capital ou de possession ou de richesse ou de pouvoir. Ils auront fait un pas de côté avec pour seule satisfaction, leur seule satisfaction, c'est de pouvoir participer à ce bordel. Voilà, donc écoutez, apprenez à vous maîtriser, maîtrisez vos désirs de création, maîtrisez vos désirs de procréation, maîtrisez vos désirs de relation, maîtrisez vos désirs, maîtrisez vos pulsions, maîtrisez votre volonté de puissance. Arrêtez de raisonner en termes de dominant-dominé, de soit vouloir dominer les autres, soit vous voir comme quelqu'un de dominé par tout le monde. Commencez par vous dominer vous-même déjà. Mettons fin à la prolifération de livres, de films, d'œuvres d'art, de biens industriels. Essayons d'endiguer la médiocrité de ce monde qui vient en bonne partie de la quantité, en fait, d'une quantité excessive. Et essayons en fait comme ça de produire moins, de faire moins, mais de faire mieux, et donc de faire repasser la qualité avant la quantité, et donc d'avoir une véritable éthique en fait de la création ou de la procréation ou des relations
voilà, en se posant les bonnes questions avant d'aller jusqu'au bout de la démarche et être capable en fait comme ça d'y mettre fin, quitte à aller parfois à l'encontre de ses propres désirs, mais pour la bonne cause. Voilà, bref, ayons un peu de sens de l'honneur, de l'esthétique, de l'exigence. Et voilà, le monde ne s'en porterait que mieux, mais c'est sans doute encore trop demandé aux égoïsmes humains qui dominent le monde. Sur ce, merci à vous pour cette écoute ou ce supplément d'écoute avec ce post-scriptum, ce supplément de podcast consacré à l'avortement qui concluait donc finir et commencer. Et puis écoutez, d'ici un prochain épisode, un vrai, eh bien portez-vous bien et à la prochaine. Salut les Happy Few.